Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour une nouvelle matinale de l'Avocat 92 Connecté. Nous allons vous présenter ou vous représenter Keslo Analytics, qui est partenaire d'Avocat Lab 92, l'incubateur du barreau des Hauts-de-Seine. Tiffaine Le Trillionnaire et Laurine Tavissian vont vous faire une démonstration du produit, qui est un produit de jurimétrie, d'analyse prédictive. Voilà. C'est un partenaire depuis novembre dernier. L'incubateur a négocié pour les avocats du barreau des tarifs très attractifs. On en parlera, donc nous allons faire une démonstration. Il est toujours possible également d'avoir des démonstrations un peu plus personnalisées si vous le voulez. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vais laisser la parole à Yann Leclerc, qui est membre du Conseil de l'Ordre et secrétaire général d'Avocat Lab 92, qui va introduire la réunion. Et puis après, nous vous ferons une présentation dans le dur avec des cas concrets, avec des retours d'expérience d'avocats utilisateurs, notamment Sonia Kouchouk, qui est avocate ici au barreau des Hauts-de-Seine. Voilà. Eh bien, bonne conférence à tous. Merci Alexandre. Bonjour à tous. Je suis absolument ravi d'introduire cette réunion, cette journée de travail autour des nouvelles solutions juridiques à destination de nos confrères. Merci à Keslo Analytics et à ses équipes d'avoir répondu présent. Merci aux avocats qui nous rejoignent, soit en visio, soit effectivement en présentiel. Merci à tous. Donc, je vous rappelle que Avocat Lab 92 est donc l'incubateur du barreau des Hauts-de-Seine avec trois actions essentielles. Donc, les matinales, que vous connaissez bien maintenant, selon un rythme mensuel, voire même 2 fois par mois. Ensuite, nous avons l'incubation proprement dite, hein, c'est-à-dire que effectivement, l'incubation, eh bien, nous avons choisi 5 startups pour les aider à peaufiner leurs projets et à se présenter sur le marché. Et puis, on va bientôt vous l'annoncer, l'incubateur va organiser un concours de l'innovation, concours de l'innovation Gastino. À l'occasion de ce concours, un prix sera remis à un projet particulièrement novateur pour les avocats et pour l'exercice de leur activité. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons cette chance de pouvoir travailler avec Keslo Analytics, qui est une start-up, j'allais dire presque une licorne de la Legal Tech. Et donc, on est très, très heureux de les avoir parmi nous. Ils vont nous expliquer quelle est l'utilité de leur produit, en quoi le produit peut aider les avocats à améliorer la présentation de leur dossier, améliorer leur recherche, faire gagner du temps. Et donc, qui dit gagner du temps, dit que ça laisse à l'avocat plus de temps, soit pour prospecter une nouvelle clientèle, soit pour dégager un peu de temps pour soi, hein, tout simplement, et pour être mieux dans son travail et mieux dans l'exercice de sa profession. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole aux différentes personnes de Keslo Analytics qui vont nous présenter le produit et surtout des applications pratiques avec des témoignages. Et je remercie Sonia d'être là pour nous donner des exemples pratiques et nous dire en quoi cet outil l'a aidé. Merci infiniment, Maître Leclerc, pour cette présentation. Une licorne, pas encore, hein, mais on prépare une prochaine levée de fonds. Alors, on espère que ça soit très, très bientôt le cas. En tout cas, un projet, une entreprise qui a été reconnue par le CNB au mois d'octobre l'année dernière comme étant la seule technologie de rupture. Et c'est vrai que nos outils utilisent l'intelligence artificielle, autrement dit des algorithmes, autrement dit des grosses formes de calcul qui nous permettent justement de traiter des informations en très très grand nombre. C'est un peu le phénomène qu'on constate, cette inflation législative, les jurisprudences qui ne se comptent plus en unités mensuelles, mais plutôt en dizaines quotidiennes, dépassent un peu le flux que n'importe quel individu peut traiter
par lui-même à son bureau, et je parle d'avocat, et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est contrariant dans l'exercice de sa profession, et d'un autre côté, c'est bien la réalité. Donc, c'est une solution que nous proposons qui contribue, vous l'avez dit, à la présentation des dossiers. Vous avez aussi parlé du gain de temps, vous avez aussi parlé de plus d'efficience en quelque sorte dans des recherches, en tout cas d'un travail de préparation des dossiers, et c'est vraiment ce que nous revendiquons. À la faveur de la présence de Maître Kouchouk, j'ajouterais même un cas d'usage en fait que nous avons détecté, et qui est que c'est un outil qui facilite les relations avec ses clients, parce que ce sont des éléments objectifs que nous fournissons dans un dossier. Et cette présentation que vous évoquiez, eh bien, elle rassure le client, et elle donne de la force aussi à la relation de confiance qu'un avocat entretient avec sa clientèle. Tout à fait. Est-ce que vous voulez nous en dire un tout petit peu plus? C'est effectivement ce qui est intéressant, c'est quand on fait de la recherche jurisprudentielle sur des cas particuliers, le client il ne sait pas vraiment ce qu'on cherche, les critères objectifs. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pré-rempli une grille avec des données objectives que le client connaît, qui sont ses données objectives et les données objectives de la partie adverse, et que ça a effectivement fait matcher une recherche avec de la jurisprudence. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que on est dans effectivement ce caractère objectif, et ça permet au client d'avoir un vrai rapport de recherche, parce que c'est très bien fait sur Queslo, et qu'on peut lui remettre en lui disant voilà les données de départ qu'on peut du coup améliorer, amender, modifier au fur et à mesure, et voilà le résultat. Alors, en l'occurrence pour les contributions des enfants ou pour les prestations compensatoires, ça permet d'avoir un bon échantillon de jurisprudence, et on en reparlera tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant dans la solution, c'est à la fois que c'est de la projection à partir d'un cas donné, mais c'est aussi ce sur quoi la solution s'applique avec des jurisprudences, on va dire de la France entière, mais qu'après on peut sélectionner en fonction de celle qui nous intéresse, du tribunal qui nous intéresse. Donc c'est ces deux côtés très prédictifs qui font peur à beaucoup de confrères qui ont l'impression que c'est une justice artificielle. Or, c'est bien une justice qui est fondée sur, une prédiction qui est fondée sur un cas concret, qui se base sur toute la jurisprudence dont on a le détail par la suite, pour nous donner un avis juridique, en quelque sorte, sur on va dire une fourchette de données. Et ça nous explique aussi pourquoi la solution a privilégié telle ou telle donnée, parce que telle et telle jurisprudence ont privilégié dans telle condition telle donnée. Donc je trouve que les deux mélangés, oui, c'est un gain de temps évident pour les avocats, c'est un gain de temps pour les justiciables, parce qu'effectivement, ils ont un rapport qui est fait en quelques minutes. Donc pour eux, c'est aussi intéressant, y compris au niveau des honoraires de recherche des avocats. On leur vend la solution, et la solution est financée rapidement par ce biais-là aussi. Je vais revenir sur quelques termes que vous avez utilisés, et peut-être détailler un peu plus comment nous fabriquons nos outils, parce que souvent, c'est la question qu'on nous pose, c'est oh là là, c'est une boîte noire, ça a l'air bien mystérieux cette affaire. Quelle est la fiabilité? Comment vous faites? Et qu'est-ce qui fait qu'on peut quand même avoir confiance en cet outil? Et comment on peut transmettre cette confiance aussi aux justiciables? Et nous, il n'y a rien de magique dans ce qu'on fait. Alors, c'est vrai que le terme prédictif est assez insécurisant, il est très utilisé, mais finalement, ce que dit ce rapport du CNB du mois d'octobre, c'est aussi que ce terme est peut-être moins adapté que simulatif, justice simulative, ou que la jurimétrie. Et il est vrai que nous participons vraiment à ce travail d'élaboration, d'innovation. La méthodologie, elle est vraiment plus scientifique que scientifique. Notre fondateur, qui est aussi notre président aujourd'hui, s'appelle Jacques Lévy-VL, est un polytechnicien, et c'est à la défaveur ou à la faveur, puisque ça lui a permis de créer l'entreprise, mais d'un contentieux personnel il y a une dizaine d'années. Il a posé la question à son avocat: combien de temps ça va durer? Est-ce que je vais gagner ce contentieux? Et l'avocat lui a dit: je ne peux pas vous dire, c'est l'aléa judiciaire. Et comme à l'époque, Jacques Lévy-VL travaillait sur des enjeux liés à l'aléa financier ou à l'aléa médical, deux domaines dans lesquels on n'a pas vraiment droit à l'erreur, ni financier, ni sur un plan purement humain, il s'est dit: je vais essayer de faire quelque chose aussi dans le domaine de l'aléa judiciaire. Et c'est ainsi que 7 ans plus tard,
et créer Case Law Analytics. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de modules. Il faut imaginer que c'est un travail de fourmi parce que chaque module va avoir son propre chemin d'élaboration. On ne va pas chercher à savoir la même chose en droit de la famille, en droit de la propriété intellectuelle, dans un domaine de troubles de jouissance. Je cite là tous les modules auxquels vous avez accès au barreau des Hauts-de-Seine dans cet formidable accord qui a été convenu. Et donc, on ne va pas chercher la même chose en fait dans ces différentes spécialités. Et donc, on ne va pas non plus produire un module de la même manière dans chacune de ces thématiques. Alors, comment on produit un module? Dans un tout premier temps, on va se poser la question des critères qui sont éligibles. Dans un module en prestation compensatoire, on va avoir à peu près 80-90 critères. Dans un module un peu plus simple comme la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, pension alimentaire en d'autres termes, on va avoir plutôt une cinquantaine de critères. Donc une fois qu'on a établi cette liste de critères avec un corpus d'avocats, magistrats, scientifiques, des gens qui connaissent le domaine donné, on va analyser des jurisprudences en masse. À la source de toute bonne intelligence artificielle, il y a beaucoup d'intelligence humaine, de caractérisation. Et donc, c'est une méthodologie maison en 5 étapes, extrêmement exigeante et pointue, de vérification, double et contre et triple vérification. On va analyser un nombre important de jurisprudences. Et cette matière première, en quelque sorte, va venir alimenter l'intelligence artificielle, ces grosses formules mathématiques, on appelle des algorithmes, qui vont traiter ce volume d'informations important. Et donc, la machine, à ce moment-là, parce qu'il y a bien une machine à un moment, elle va apprendre, elle va comprendre les raisonnements des juges par le passé, jusqu'à aujourd'hui. Alors, chaque module est alimenté des nouvelles jurisprudences analysées au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on a toujours, dans la maison, on a aujourd'hui une vingtaine d'individus, il y a la moitié de juristes, experts et seniors et plus analystes, et l'autre moitié qui est plutôt scientifique, développeurs, mathématiciens, informaticiens. Et donc, cette matière première de jurisprudence analysée va être traitée par l'algorithme qui va modéliser, c'est comme ça qu'on dit en intelligence artificielle, modéliser les raisonnements des juges. Et dès lors que le module est produit, quand vous faites ce qu'on appelle une requête, c'est-à-dire qu'il faut sortir un peu des schémas qu'on a habituellement. Aujourd'hui, quand vous travaillez un dossier, vous allez aller dans vos outils de recherche documentaire, vous allez rentrer des mots-clés, des et, des ou, des sauf, puis vous allez avoir 700 résultats. Et là, il faut traiter 700 résultats. Bon, ou pas. Mais bon, là, en fait, ce que nous disait Maître Koutchouk, vous arrivez avec un dossier, vous allez faire ce qu'on appelle une requête. Autrement dit, vous allez dire, voilà, comment est votre dossier au regard des critères qui sont précisés. Il y a des critères obligatoires, donc ceux-là, il faut les remplir. Il y a des critères facultatifs, on vous conseille de les remplir parce que ça va donner plus de précision à votre série de résultats. Et vous allez avoir des résultats. Alors, une partie de résultats qui sont dans la partie produite par l'intelligence artificielle, on va appeler ça la quantification du risque. À quoi je m'expose? Sur la partie entrée en voie de condamnation, quel est le taux d'entrée en voie de condamnation et de non-entrée en voie de condamnation? Et la deuxième information que vous aurez dans cet élément de réponse, c'est la partie à quoi je m'expose sur les montants allouables. Et là, on va vous dire, voilà, la courbe des montants allouables, du minimum jusqu'au maximum, et puis à peu près la dynamique de la courbe vous dira si vous avez bien travaillé ou si vous avez encore des hypothèses à émettre. C'est un travail entre vous et cet outil, un peu de simulation. Vous allez travailler un dossier en vous disant et si la partie adverse me dit ça, et si je prends tel point de vue pour mon client, et si. Et là, en 3-4 clics, vous allez un peu pousser les murs de tous les champs des possibles sur votre dossier. Ce qui va vous permettre, quand on vous dit analyser votre risque juridique, on vous parle aussi d'aide à la décision, ce qui va vous permettre de dire, OK, donc la stratégie, là, pour faire vite et bien, parce que j'ai négocié un forfait, c'est de passer par là. Une fois que vous avez cette première stratégie, vous allez avoir envie de la décliner en tactique. Comment je fais pour arriver à cette stratégie que j'ai choisie pour faire vite et bien pour mon client? Vite et mieux même. Et bien là, on va vous dire dans la deuxième série d'informations qui est proposée par la force de l'intelligence artificielle, la partie motivation des décisions. On va vous dire à la fois pour l'entrée en voie de condamnation si c'est applicable et à la fois pour les quantums, ce qui a présidé à la décision
du juge virtuel, mais de ce que nous avons compris de ce qui s'est passé dans les décisions du passé. Donc, tous les arguments, les critères qui entrent en faveur de la condamnation et tous ceux qui impactent ou qui ont un impact en défaveur de la condamnation. Même chose pour le montant. Et donc là, vous avez votre tactique qui commence à se dessiner en disant, là, il faudrait vraiment que j'appuie très fort dans mes conclusions, dans les documents, dans les expertises, dans ce que je vais mettre en avant sur, je sais pas, la durée du mariage, si on reste sur le registre du droit de la famille, ou bien sur le sacrifice de l'un ou l'autre des époux. Ou bien il faut que je disqualifie cette notion de durée du mariage, si c'est un critère qui impacte dans l'autre sens de celui que vous voulez pour le dossier. Et donc, on va vous donner tous ces éléments. Quand vous faites vos simulations, vous voyez bien si tel critère impacte plus ou moins, et vous allez donc identifier les éléments de votre tactique. Ce qu'on vous donne après, je vais vous montrer, on va prendre un cas tout à l'heure, mais bon, là, je vous en parle un peu plus largement. On va vous donner accès aux éléments techniques, en fait, de ce dossier dont vous commencez à avoir la bonne pratique pour vous et pour votre client. On va vous parler de jurisprudence. Et là, par rapport à des recherches documentaires où vous avez une masse assez importante souvent de jurisprudence et qu'on n'a pas toujours le temps malheureusement de vérifier. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, parfois on verse un peu des références qui ne sont pas toujours certaines, on vérifie. Bon. Comme nous avons analysé cette jurisprudence à la main, c'est fait par des humains, c'est fait avec un travail vérifié contre vérifié assez intensément, on va pouvoir associer la jurisprudence ou les jurisprudences qui correspondent à votre dossier avec un système de filtrage qui est plus précis que n'importe quel autre, puisque ce n'est pas une machine qui a trouvé des mots-clés, c'est bien un individu qui a pensé à chercher le principe que nous cherchons, qui a pensé à qualifier les durées, les montants très spécifiquement. Vous pouvez vraiment rapprocher jusqu'à l'euro près, jusqu'à une année près, jusqu'à un taux près. Voilà. Et donc, trouver la jurisprudence qui va dans le sens du propos que vous avez envie de tenir par rapport à votre dossier. Tout ça va se matérialiser dans un rapport. Et donc, c'est une nouvelle manière, comme le disait Maître Leclerc, de présenter certains éléments du dossier. Un rapport de jurimétrie, puisque c'est ce que nous avons retenu de ce rapport du CNB du mois d'octobre l'année dernière. Nous avons décidé d'appeler ça un rapport de jurimétrie. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à le faire, mais peut-être demain, il y aura d'autres offres et on en serait tout à fait ravis. C'est ce que nous disent nos clients, c'est que c'est vraiment la nouvelle manière de travailler un dossier qui permet d'aller plus vite, d'être plus efficient, peut-être de donner une valeur ajoutée un peu différente à un dossier et peut-être aussi de se consacrer à d'autres choses, comme par exemple soigner un peu mieux ou un peu plus la relation à un client qui arrive, lui, dans un moment un peu spécial de sa vie. On parle là de particuliers, mais on peut aussi parler d'entrepreneurs, d'entreprises, de DRH. Enfin, c'est toujours un peu spécial d'aller voir son avocat. Et donc, peut-être que ça permet d'enrichir un peu un dialogue un peu différent avec son client, d'avoir recours à ce type de solution. Ça n'empêche pas d'avoir toujours recours à des recherches documentaires, aucunement, mais voilà, c'est une nouvelle manière de faire. Est-ce que ce que je vous précise est clair? Alors, je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent en ligne, mais qui ont peut-être des questions. Alexandre, est-ce qu'on a des questions en ligne? Ou des commentaires? On n'a pas de questions. On n'a pas de questions. Et peut-être en salle? Moi, j'aimerais bien voir pratiquement. Vous voulez le voir en vrai? Enfin, oh, mais si, mais moi, ça me va. On est là. On est complètement là. Petite question. Est-ce que les juges ont pris ou vont prendre, ou vous espérez qu'ils vont prendre, ou est-ce qu'il est prévu qu'ils prennent connaissance du système parce que, en réalité, c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que les juges ont rendu des décisions qui vont devenir, par le biais de la machine, une référence aux juges qui ne changeront finalement ça, c'est le problème. Enfin, il y a quelque chose d'un peu incongru. En même temps, il me semble qu'il y a quelque chose de très positif, bien entendu. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans une spirale où l'homme Réfléchis plus. Mesdames, vous avez compris. Avec un grand H, bien sûr. Avec un grand H, va un peu perdre la maîtrise de son argumentation finalement, parce que... oui, mais est-ce que ça change par rapport à une recherche? C'est ce que je me dis aussi finalement. Dans la recherche, c'est pareil, quand on va dans un dossier faire une recherche de jurisprudence, on pourrait se dire, finalement, les juges réfléchissent plus. Enfin, pourquoi ça serait pire là? C'est ce que je me dis aussi. Alors, c'est une bonne question. Je suis bien d'accord avec vous. En effet, et c'est pour ça qu'on... Parce que je raisonnais comme toi, ou je ne sais pas si on se tutoie. Et si c'est ça aussi, puis après je me suis dit finalement, dans n'importe quel bouquin, tu prends la jurisprudence,
tu pourrais te dire les juges réfléchissent plus. Or si, finalement, ça continue. Mais c'est nous qui faisons l'analyse de la jurisprudence et la synthèse de ce qu'on y trouve. Le juge aussi. Et puis le choix de ce qui nous intéresse ou ce qui nous intéresse pas, il faut bien le dire aussi, Ouais, ce qui ouais. nous est favorable Alors, ou pas. Donc, deux choses. Peut-être Laurine, tu veux intervenir? Oui. Moi, à mon sens, il y a deux choses en fait par rapport à ce que vous êtes en train de dire. C'est que le juge auquel on soumet un dossier, même s'il a ce type d'outil, en fait, finalement, tout comme l'avocat, ça va plutôt être une aide, en fait, quelque chose, en fait, des résultats sur lesquels, en fait, il va pouvoir s'appuyer ou ne pas s'appuyer. En fait, il reste quand même libre. Enfin voilà, c'est à sa libre appréciation, tout comme c'est à la libre appréciation de l'avocat de faire ce qu'il veut des résultats. C'est simplement peut-être une orientation, une aide, une façon de gagner du temps à un moment où on sait que le temps est tellement précieux. Ça pourrait permettre aussi au juge finalement de gagner du temps. Et on a certains magistrats qui ont déjà assisté à des webinaires qu'on a organisés et qui nous ont dit qu'ils aimeraient bien en fait finalement pouvoir eux aussi avoir accès à ce type de solution parce qu'ils n'arrivent pas à avoir accès à la jurisprudence en fait dans leur juridiction. Ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qui se dit dans le tribunal ou à la cour d'appel d'à côté. Et pour eux, c'est aussi un vrai problème. Et puis, j'ajouterais aussi qu'aujourd'hui, finalement, on tend à fixer des barèmes un petit peu dans la justice. Alors, est-ce que finalement, les barèmes, c'est pas encore plus restrictif ? Ils ne sont pas forcément. Ouais, c'est une très bonne remarque. Alors, pour la question des magistrats, donc nous avons un cycle de formation à l'ENM. Donc, ils sont formés à l'utilisation de nos outils. Première chose. Deuxième chose, on a de plus en plus d'utilisateurs de nos solutions, puisque notre maison propose à tout magistrat qui en formule la demande un accès à titre gratuit. Et on est très, très heureux de les compter de plus en plus parmi nos utilisateurs. Et puis, le magistrat, comme vous, il est soumis à cette inflation législative, à ces flux de montagnes de dossiers qu'il doit traiter. Donc, à un moment, il faut faire face à un principe de réalité qui est que l'humain trouve des limites dans ce qu'il peut traiter dans une journée, dans une heure, dans un temps. Donc, ça, c'est pour la partie, oui, en principe, sauf que là, dans la réalité, première chose. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, en réalité, il y en a trois, c'est que nous, on ne vous dit pas, voilà ce qui va se passer. On vous dit, voici l'éventail des possibles. Et donc, mon troisième point, c'est, Maître Couture, vous avez l'impression de ne plus réfléchir dans la préparation de votre dossier ? Non, au contraire. Et puis non seulement ça aide à la réflexion, ça aide à la stratégie et ça aide dans la stratégie amiable. Et c'est mon truc à moi. Je trouve que c'est aussi intéressant de savoir et de pouvoir montrer à la partie avec laquelle on collabore, quand on fait du collaboratif, voilà les éléments objectifs qu'on a rentrés, voilà ce qui en ressort, voilà les jurisprudences sur lesquelles on peut aller effectivement cliquer parce qu'on a la décision intégrale et pas un petit bout qui nous intéresse, qui est un peu biaisé, qui est un peu machin. Donc ça permet effectivement d'asseoir les éléments objectifs et la jurisprudence fait partie des éléments objectifs. Donc c'est vrai que ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure, on cherche un ou deux arrêts et on s'y réfère. Là, on a 50 arrêts et puis on peut regarder, tiens, là, il a décidé 75 000, pourquoi ? Je vais aller regarder les conditions, etc. Donc ça simplifie et ça aide à la décision. Et effectivement, ça n'empêche pas de réfléchir, bien au contraire. Combien de temps vous mettez pour travailler un dossier ? Quelle est votre spécialité, maître ? Pardon, Quelle est votre spécialité ? J'en ai deux, comme Sonia, le droit de la famille, Oui. et puis le préjudice corporel. D'accord. Combien de temps vous mettez pour travailler un dossier en droit de la famille ? Pour le préparer en quelque sorte ? Combien de temps je mets pour travailler un dossier ? Oui. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle travailler un dossier. Oui. Si la dame, par exemple, vous écrit en disant « Je me prépare à envoyer ce mail à mon mari », qu'est-ce que vous en pensez ? Voulez-vous le rédiger à ma place ? Est-ce que c'est du travail au sens où on entend certainement pas ? Alors, c'est le droit de la famille, on a l'occasion souvent d'en parler avec les spécialistes, c'est une espèce de fourre-tout au niveau du boulot qu'on donne, où il y a énormément de choses qui sont pas du tout juridiques. Mais c'est très compliqué de répondre à cette question. En tout cas, il y a une certitude, c'est quand plus on fait de droit de la famille, moins j'ai le sentiment de faire de droit. Tout simplement. Est-ce que cette solution vous aide à revenir ? Mais il faut résister, il faut. Alors, je suis assez d'accord avec toi parce qu'on n'a pas toujours des problématiques juridiques extrêmement pointues. C'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les jours, en tout cas, dans tous nos dossiers. Mais je trouve que c'est là où c'est intéressant, c'est que justement sur ce qui intéresse les gens
qui n'est pas le côté juridique dont il se moque, Pas du tout. et qui est l'aspect financier comme la prestation compensatoire ou la contribution, le fait de le rationaliser en montrant comment on fait et comment on pratique et comment on assoit notre décision sur des cas concrets. Je crois que ça aide aussi à la transparence et au travail de l'avocat et démontrer comment on travaille. Idem si effectivement après, comme vous le disiez tout à l'heure, on se dit, tiens, là dans la requête, j'ai vu que le point retenu par la plus grande majorité des magistrats, c'est par exemple le préjudice moral dans telle et telle circonstance. Nos conclusions, on va pouvoir dire, regardez, les magistrats, ils sont quand même sensibles à cet argument, alors que notre client ou notre cliente va nous avoir demandé de rédiger 15 pages avec des trucs qui ne servent strictement à rien. Et là, on va pouvoir lui dire, et moi, c'est comme ça que je le pratique maintenant, vous voyez bien que là, ce que vous me dites, c'est important pour vous, c'est tout ça, mais juridiquement, il n'y aura aucun impact. Donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à se concentrer sur l'élément que le magistrat va potentiellement plus retenir? Alors, à ce stade, je vais prendre un exemple parce que je pense que cette approche-là, elle est tellement nouvelle que si on la raccroche pas à une réalité, ça risque d'être un peu abstrait. Vous voulez bien? Oui, oui. Ok. Mais avant qu'on examine l'exemple, je vais faire une remarque qui me vient à l'esprit, c'est que ça a un effet un peu pervers dans notre exercice professionnel. Je suis en train de réaliser ça. C'est-à-dire que nous, on est censé donner des conseils à la pointe des dernières données de la science. Est-ce que c'est de la science? Oui. Est-ce que le client à qui on a dit au départ, vous avez 82% de chances de gagner. Et si on perd, est-ce qu'il ne va pas nous dire, vous ne m'avez pas donné le bon conseil, il fallait au contraire que, etc. Moi, ce que j'y vois comme effet, alors c'est un effet un tout petit peu pervers, mais il y a un effet bénéfique, et Sonia, ça va te réjouir, c'est qu'évidemment, quand on va dire au client, voilà, on a 90% de chances que la PC soit fixée à temps, ça vaut peut-être le coup de discuter avec l'autre, voilà. Et donc là, on va vers la tendance généralisée dans toutes les données judiciaires de ne plus plaider, de ne plus se battre et de négocier, ce qui est une excellente chose dans le fond. Mais bon, mais c'est vrai que si nous, avocats, on a des données, et si les juges ont les mêmes données, on se demande un petit peu de quoi on va parler, quoi. À moins d'avoir une idée de génie de temps en temps, c'est dur à chaque dossier d'avoir une idée de génie. J'entends. Je vais vous montrer la solution, mais là, en fait, votre côté créatif, quoi, tu veux dire. Oui, mais quand on vous donne une palette, une série d'hypothèses, une distribution de résultats, un éventail de solutions, c'est pas comme quand on vous dit voilà ce qui va se passer. Et c'est toute la différence. Et c'est pour ça que Maître Couchouk est quand même confiante, alors que je pense qu'au final, vous partagez les mêmes... Ah oui, on a les mêmes inquiétudes. Je parle d'un truc que je n'ai jamais vu, donc c'est... Ah, ben voilà, on y va. Allez, on y va. C'est du Mhm. SaaS. Le SaaS, c'est quoi? Ça veut dire que dès lors que vous êtes connecté à l'Internet, vous avez accès à la solution. Que vous soyez sur votre portable, sur votre mobile, sur votre tablette. Et parfois, on a besoin de se reconnecter un peu, d'actualiser sa recherche. Même sur son mobile, ça marche très, très bien. Donc, vous avez votre nom d'utilisateur, c'est votre adresse email, un mot de passe, vous vous connectez et vous arrivez sur la page d'accueil de notre solution. Donc, vous avez toujours les points de repère que vous connaissez, hein, le petit logo pour revenir à cette page en haut à gauche, une visite guidée si jamais vous avez besoin de présenter la solution à des confrères auxquels vous la recommandez très très fort, un petit forum aux questions si jamais il y a des choses qui vous échappent, mais plus encore concrètement, si des choses vous échappent, vous cliquerez sur le petit chat là qui n'est pas une machine, qui est bien connecté à nos juristes experts dont je vous parlais tout à l'heure, qui se font fort de vous répondre en moyenne à des horaires de bureau en moins de 10 minutes sur n'importe quel type de question. Vous avez toujours accès à votre historique de requêtes ici dans Mes requêtes. Et donc, je vous ai dit, hein, c'est une solution qui permet de quantifier son risque. Vous allez avoir accès à la partie motivation des décisions. Vous allez trouver la jurisprudence associée. Et tout ça vous est présenté sous forme statistique. Donc, quand on veut créer une nouvelle requête, on clique sur créer une nouvelle requête. Et là, vous avez les différents domaines accessibles qui s'affichent. Donc, au niveau de l'accord pour le barreau des Hauts-de-Seine, vous avez des modules en droit social pour la partie indemnité. Ici, vous avez accès au module indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et clause de non-concurrence. Évidemment,
vous pouvez aussi avoir envie d'avoir accès à d'autres modules et là, il vous sera tout à fait possible d'y accéder à vos accès directement négociés avec le barreau, mais ça ne fait pas partie du package. Les circonstances vexatoires de la rupture, le harcèlement moral, bientôt le licenciement nul sera disponible, ainsi que la partie accident du travail, maladie professionnelle. Dans le cadre des accords, vous avez également accès à un volet en droit commercial avec le module rupture brutale des relations commerciales établies, concurrence déloyale, le module sur les franchises. À la fin de l'année, sortira un module sur les baux commerciaux, particulièrement sur la notion d'indemnité d'éviction. Ah, c'est intéressant. Vous avez également accès dans le cadre des accords à la partie propriété intellectuelle avec le module contrefaçon de marque. Depuis nos accords est apparu un module contrefaçon de modèle dont vous aurez tout à fait la possibilité de profiter particulièrement en dehors des accords. Je passe par la spécialité en droit public et là vous aurez accès aux 2 modules, marché public de travaux, sanctions disciplinaires de la fonction publique. En droit civil, vous avez accès au module troubles de jouissance. Maître, on fera un petit tour sur préjudice corporel si vous voulez voir tout à l'heure, parce qu'il est particulièrement intéressant pour les spécialistes. Il ne fait pas partie du PAC, mais ça ne m'empêche pas de vous le montrer. Et puis, je termine par le droit de la famille. Ici, vous avez accès aux 2 modules prestations compensatoires, contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants. Eh ben, ce que je vous propose, vous avez un dossier en tête, Maître Coutu, oui. C'est assez récent. Si vous voulez, on va le faire l'exercice ensemble. Et donc, on va complètement, on sélectionne son module et on va caractériser notre requête. Donc, c'est un travail qui prend, quand on connaît son dossier, à peu près 60 secondes, mais là, on va prendre le temps de détailler un petit peu les choses. Quand nous avons une petite astérisque, c'est un critère obligatoire. Quand nous n'en avons pas, c'est facultatif, mais c'est toujours mieux, ça donne plus de force et de précision au résultat que nous allons vous proposer. On a 3 catégories ici à remplir. Vous allez voir, ça change à chaque fois, hein. Évidemment, on ne remplit pas la même chose en propriété intellectuelle et en droit de la famille, mais on va commencer par caractériser la juridiction. Alors, Maître, je vous écoute. Nanterre. Nanterre. Très bien, le ressort. Versailles. Versailles. Parfait. Quelle était la durée du mariage? 6 ans. 6 ans. Si jamais je me demande un peu, hein, j'ai toujours le petit i à côté où on me demande de renseigner la durée en année entre la date du mariage et la date de la décision d'appel, sans prendre en compte un éventuel concubinage l'ayant précédé. En première instance, renseigner la durée entre le mariage et la décision de première instance. Les petits rappels sont toujours dans les petits i là. Est-ce qu'on a des éléments sur le patrimoine commun? Alors, il n'y en a pas du commun, il y en a de l'individu. Individu, très bien. Donc, c'est qualifié. Est-ce qu'on a un montant de devoir de secours qui a été défini? Très bien. Donc là, j'ai rempli tous mes critères. Je peux passer à ma catégorie suivante. Quel est l'âge du créancier de la prestation compensatoire, s'il vous plaît? 40 ans. Donc le créancier, on est bien d'accord que souvent c'est une dame. Hein? Oui. Bon. Bien d'accord. Mais pas tout le temps. Non, c'est pour ça qu'on a laissé créancier, sinon on aurait dit créancière. Mais bon, ça aurait été un petit peu discuté. Bon, je reviens à notre temps. Quels sont ses revenus annuels? Donc là, on est bien d'accord qu'on renseigne l'ensemble des revenus perçus par le créancier, les salaires, les retraites, les rentes, les pensions, à l'exception des allocations familiales. Si le juge a alloué une pension au titre du devoir de secours, celle-ci ne doit pas être prise en compte puisqu'elle est vouée à disparaître au moment du divorce. 57 000. 57 000 euros. Merci beaucoup. Avons-nous l'état des droits à la retraite? Non, je ne l'ai pas encore récupéré. Comment on voit que ça concerne le créancier là? À gauche, ici à gauche, vous avez les rubriques. Ah d'accord. Vous voyez? Oui, d'accord. Hop, juridiction, la remplie, elle se grise. Et là, dans la partie active, on est en doré. Donc, elle est en parfaite santé. Elle est en parfaite santé. Elle a l'équivalent d'1,5 million en patrimoine propre. 1 500 000. Comment on peut déterminer dès le départ qui est le créancier? Je me rappelle avoir suivi des séances de formation en matière de fixation de PC. Il y avait des exemples qu'on donnait selon la méthode qu'on retenait, où c'était l'un qui payait, Oui, parfois c'était l'autre. Alors déjà là, on part Enfin, vous allez me dire, on défend celui dont on voudrait qu'il touche. C'est ça, celui dont on estime qu'il est potentiellement redevable. Bon, à la limite, on sait. Oui, ou même de l'autre côté. Enfin, oui. Si c'était de l'autre côté. Mais la plupart du temps, c'est assez clair dans les dossiers. Mais de temps en temps, on a quand même des situations. Oui. La force de l'outil, c'est que potentiellement, si vous vous posez cette question, vous allez faire une première requête en remplissant les éléments du créancier supposé dans la partie créancier et vous relancez une autre requête avec la partie concernant les éléments. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. En fait, c'est un outil collaboratif aussi. Hein, donc, si la partie adverse refait cet exercice, elle va remplir la même chose, elle va avoir les mêmes résultats. Donc, voilà. Est-ce qu'on a des éléments sur... oui, l'indivision, c'est 500. 500. 1000.
Oui. On va voir que les sacrifices consentis, c'est vraiment un facteur important. Alors du coup, là, je vous arrête juste. Oui. Ah oui, parce qu'il y aura après quelque chose pour le débiteur. Eh oui. Ah oui, À d'accord, gauche, pardon. en bas à gauche. Parce que dans celui que j'avais, Ouais. moi, j'avais pas. Elle est le- en grisé pour l'instant, donc on ne Ah voit oui, pas. d'accord. Ok. Alors oui, sacrifice important. Important. Oui. Alors ça, évidemment, on pressent que selon le côté du dossier duquel on se trouve, on a envie d'un peu discuter là déjà. Bon, ben, on pourra émettre des hypothèses. Oui, il y a déjà une orientation un peu. Ah ben là, on voit qu'il y a un parti pris. Hein, Ah ouais, clairement, ouais, je non, mais vous dis, toujours on été est sur parti. des pas, hein. À chaque fois que je suis contre elle, c'est pareil. Y a-t-il une faute commise exclusivement par le créancier de la prestation compensatoire? Oui. Très bien. Ah bah c'est bien, t'es un peu objective. Et une fois, donc là, vous voyez, tous nos critères sont remplis. Je passe au suivant. Et là, nous allons préciser les éléments qui concernent le débiteur. Alors lui, c'est 43. 43 ans, Parfaite santé. en parfaite santé, 90. 90 000 euros, Droit de la retraite, j'ai pas. patrimoine propre. Patrimoine propre, je ne sais pas ce qu'il a. D'accord. Alors, je individu. fais juste l'aparté Oui. sur cette notion de patrimoine. Dans ce que je vois sur le terrain, je crois que ça pose question. Donc là, ce qui est intéressant à la fois dans cette capacité à simuler, c'est que chaque partie va potentiellement dire on compte le bateau à Lausanne ou pas. Oui. Ou, enfin, Exactement. Ok. Là, je n'ai pas pour l'instant. Je n'ai pas l'information. Et les parts dans la division 500. Les 500 qui restent. Ouais. Parfait. Bon, ben là, j'ai tous les éléments qui sont remplis, donc je vais simuler. Alors, on dit 100 décisions, c'est mathématique, hein, donc 100%, voilà, on aurait pu dire 1000, mais ça parle plus à 100%. Voilà, et là, en quelques secondes, on va avoir nos éléments de résultat. Je vous ai dit, quantification du risque, motivation des décisions, la partie jurisprudence et le rapport. Donc là, est-ce que vous voulez nous faire la lecture de ces éléments ou... Oh non, allez-y, comme ça vous expliquez, puis c'est pas mal. Alors là, ce que nous voyons, c'est que 4% de magistrats allouent une prestation compensatoire. Donc là, assez rapidement, notre client peut identifier que c'est peut-être pas trop la peine de se battre pour ce dossier, mais on va voir qu'on pourrait lui donner les arguments pour aller chercher ce résultat en étant vraiment très très persuasif. Mais enfin, on va vous donner les éléments qui pourraient jouer en tactique pour aller chercher ça. Et on vous dit les 4% qui allouent une prestation compensatoire, ils vont se répartir comme suit. 1% d'entre eux attribuera 14 000 euros, c'est le minimum. 1% d'entre eux allouera 112 000 euros, c'est le maximum. Et la dynamique de la courbe, c'est le troisième élément important ici, me dit j'ai le plus grand nombre de magistrats virtuels, 25% d'entre eux se mettent d'accord sur un montant qui est de 69 000 euros. Bon, ok. Ce qui est important, c'est que ça monte, que ça pique et que ça redescend. Ici, à droite, une information très importante pour mettre coup de choc en collaboratif, la partie provision du risque. Ici, en général, on commence la négociation autour de 50%. J'ai autant de risques que de chances de gagner ou de perdre plus ou moins que 72 000 euros. Donc là, on commence à discuter et on commence à avancer les arguments. Oui, alors vraiment, j'ai souffert très très fort, 50%, 72 000, c'est pas assez, il faut m'en donner un tout petit peu plus. Oui, alors d'accord, à 77 000, est-ce qu'on se met d'accord? Non, j'ai encore souffert trop plus, il faut m'en donner un tout petit peu. Bon, en général, on se met d'accord autour de 80%, parce que là, on sait qu'on a moins de 20% de risque ou de chance de gagner ou de perdre, plus ou moins que 86 000 euros. Et lorsqu'il y a de bons amis, et on s'épargne un procès long, onéreux et souvent un peu pénible, dont l'issue est toujours incertaine, et où plutôt vraiment, voilà, 4% ici vont allouer une prestation compensatoire. Je reviens sur ce petit 92 là. Alors excusez-moi, parce que moi j'ai beaucoup de mal avec tous ces trucs. Ah bah oui, mais allons-y. Alors, je suis un bon exemple, je suis un bon cobaye. Donc du coup, 4%, ça j'ai compris. En dessous, ok. Alors c'est la courbe, j'ai du mal à comprendre, parce que du coup, comment j'ai pas compris. C'est un peu la même information que celle qui est donnée dans cette partie-ci, mais on vous dit. Alors, je repars ici. 1% des juges va donner 14 000 euros. Oui, ça d'accord. D'accord. 3% donne 25 000. Ça d'accord. 7% donne 36 000, etc., etc. Là, on sent que la moitié des juges virtuels, ils vont être à peu près quelque part par là. Oui. Bon, précisément, je vous dis, la moitié d'entre eux, si vous voulez vous donner autant de risques que de chances, etc., vous partez sur une base de 72 000 euros. Pardonnez-moi, je vous ai dit plutôt par ici. En fait, la moitié, ils sont plutôt par là. Quelque part entre les 69 et les 79, vous avez 50% d'entre eux. Attendez, vous reportez les 79 sur le graphique, c'est ça? Oui. Et on arrive à 72. C'est ça. C'est-à-dire que 72 000 euros, c'est
la proposition que vous voulez faire en sachant, C'est ce que le plus de juges ont décidé, quoi. pas le plus, mais disons, c'est le montant sur lequel vous avez autant de risques que de chances de gagner Ah oui. ou de perdre. C'est un peu votre seuil d'équilibre. Oui, vous voyez. c'est ça, d'accord. C'est à partir de là, vous commencez à faire pencher d'un côté ou de l'autre en fonction des arguments de la partie que vous défendez. Mhm. Mais je sais pas, on a souvent des accords à 50% là où il faut Non. quand même un peu aller travailler Oui, vers oui, le haut, on hein. travaille après, mais Ouais. c'est vrai que ça donne au moins une bonne idée aux clients Mhm. de la marge de négociation. Mhm. Si vous allez au contentieux. Si on va au Oui, contentieux, oui, on lui dit, condamnation. voilà, là, il n'y a pas trop de, entre guillemets, de risque Mhm. si on part à tel montant. Mhm. Voilà. Mhm. En tout cas, pour démarrer la négociation. Et là, si on part à 72 000, on a 50% de chance de l'obtenir. Oui, De chance ou de risque. De Oui, enfin, gagner ou de perdre. oui, Plus ou 50%, moins. Ouais, donc ça veut ouais, dire ouais, que c'est 50% c'est le risque. de mais pas ce qui est plus l'avoir. intéressant, c'est de voir que de façon automatique, lui, s'est positionné plutôt sur 80. Alors, à 80%. Alors là, j'ai pas 86 000. compris, justement. Eh ben, si vous voulez faire une proposition qui tienne la route, Oui. vous dites, voilà, je pose là maintenant un chèque de 86 000 € sur la table et on se quitte bons amis. Et là, la partie, c'est que il vaut mieux ça que de prendre le risque. Mhm. Oui, parce que finalement, dans le graphique, j'ai combien de chances d'obtenir 80 000? Mais il y a quelque chose quand même d'amusant, c'est que c'est vrai qu'il y a Non, 70% qu'on nous alloue telle somme, Est-ce que tu le Ouais. regardes? mais il y a À des gauche, à chances gauche, et ouais. des risques qu'on alloue moins, Absolument. mais aussi des chances et des risques qu'on alloue plus. Absolument. Mais oui, mais donc en après, réalité, c'est le risque, non, non, mais c'est l'analyse du risque. je comprends très bien le. Voyez. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je trouve ça très intéressant. C'est Je une me manière souviens d'un d'objectiver. dossier il y a très longtemps, parce qu'on parlait en francs à l'époque. Je défendais un professeur de tennis qui avait 72 ans. Il était encore professeur de tennis. Et sa femme lui demandait 1 million de francs, un peu plus même, de prestations compensatoires. Lui, il proposait 150 000 francs. Et elle était professeure de piano, mais tout au black. Donc c'était un peu compliqué à gérer comme dossier. Et bien le résultat, ça a été 150 000. C'est à ce que lui proposait. Ça a été admis. Donc là, on aurait eu un outil comme ça pour Ouais, ça aurait été discuter. Bien sûr. Elle serait descendue des nuages Oui, pour. mais absolument. Voilà, ça aurait été. Oui, mais il aurait aussi payé beaucoup plus, ton client. Peut-être pas, parce que peut-être que c'était la bonne analyse de Enfin. ce qui était dû. Là, Oui, ce qui oui, est intéressant, c'est de Mais voir on peut effectivement le risque de le dire à son client, parce que souvent, moi, ce que je constate, c'est que ils demandent des sommes Ils sont dans le fantasme. dans le fantasme absolu, et là, au moins, on recadre déjà. C'est ça qui est intéressant. Après, qu'il y ait une marge de manœuvre, c'est normal. Et puis, c'est notre rôle d'avocat de dire effectivement, là, il y a un préjudice qui est lié à la rupture, qui est, etc., etc. Mais je trouve qu'au moins, on reste dans des niveaux de compréhension. Et on ne va pas pouvoir aller à 500 000 Voilà, euros. ça va rapprocher les. C'est ça, Et après, c'est ça, on les va faire critères la poire en deux, objectifs. comme d'habitude. Non, c'est ça les critères Votre objectifs. minimum, votre maximum. C'est-à-dire que si votre client arrive en disant je veux 200 000, vous lui sortez ça, vous lui dites là, il va falloir revoir votre état d'esprit. Exactement. Oui, c'est sûr. Alors, nous, les avocats, on a un état d'esprit qui est d'abord professionnel, mais on a des clients ou des clientes qui sont parfois un peu bornés parce qu'elles cherchent, ou ils cherchent autre chose que la simple indemnisation. Ils cherchent à rattraper. Mais ça, on peut le faire à côté, du coup, une fois qu'on a résolu le problème financier. Mais on se rend compte de toute façon, mais même ça a été l'apport de la table de référence des contributions. Quand on n'arrive pas, quand on a un client qui arrive avec une demande hallucinante de 1 000 €, 1 500 € et qu'on lui monte la table, sur la table c'est marqué 400, c'est pas pour autant qu'on va retenir 400, mais au moins on fait revenir à une marge de négociation intéressante, un peu réaliste. Absolument. Et elle n'est pas appliquée par les juges forcément. Non, elle n'est pas appliquée. Mais c'est un élément, enfin moi je sais que ça nous a beaucoup dépatouillé quand même. Oui. Bon, c'est ça que je vois comme intérêt. C'est un critère objectif. Moi je trouve que ça fait partie des critères objectifs qu'on peut amener sur la table, des deux côtés d'ailleurs, parce que ça permet en mode amiable de faire la requête ensemble. Oui, bien sûr. Et donc c'est hyper intéressant quand on est avec un confrère, qu'on fait ensemble parce qu'on a tous les éléments, chacun a ses éléments, et on se dit voilà, on se fait les éléments objectifs en disant le risque c'est quoi. Et après effectivement il y a cette marge de négociation en disant voilà, moi je retiens plus ce critère, etc. Mais il m'arrive parfois, rarement, mais au moins 1 ou 2 fois par an, que quelqu'un me dise vous estimez à combien les chances de gagner? Bien sûr, mais c'est tout le temps. Pas tout le temps. Mais c'est pas gagner ou perdre, mais il y a des gens qui raisonnent comme ça. Bien sûr, très à l'américaine. Tous, pratiquement, ils veulent savoir le temps et l'argent. Aux clients et aux 2 clients. Non, mais bien sûr. Ça va peut-être à ce moment-là. Oui, c'est le ce qui est même niveau marrant, ce qui est d'information. marrant, c'est avec les méthodes, parce qu'on a déjà des méthodes de Oui, les calcul 5 de PC. méthodes de calcul, bien sûr. Moi, je les applique quelquefois.
on a des montants Différents. juste hallucinants. Ouais. On fait du coup la moyenne qui Oui. ressemble, Qui ressemble à rien. D'accord. Mais une fois que tu as dit le chiffre en égo, C'est fini. les clients, ils restent là-dessus. Bien sûr. C'est ça qui est quand même extraordinaire, la nature humaine. C'est que tu leur dis un truc qui ressemble, ça repose sur rien. Là. Et puis les juges eux-mêmes ne les retiennent pas, les méthodes-là. Alors, ce que je trouve intéressant, enfin on va voir, mais c'est qu'effectivement là, il y a plus d'éléments objectifs quand même. Donc ça donne bonne conscience aussi accessoirement à l'avocat, je trouve. Mais aux deux, parce que du coup, comme on peut le faire ensemble et avoir les mêmes, si on a le même Ou outil, deux avocats, on fait la même bien sûr. chose, on va obtenir le même résultat. Le problème de toutes les méthodes, c'est qu'on ne remplit pas forcément tout à fait de la même manière. On reviendra Alors, sur ce 4%, s'il vous plaît. Je présente juste la partie motivation des décisions Parce que ça, pour c'est que très la intéressant. compréhension de l'outil soit complète et puis qu'on aille un peu faire des simulations. Donc la motivation de décision, je vous ai dit, on va vous dire quels critères impactent à la fois la partie entrée en voie de condamnation ou quels critères affectent la partie entrée en voie de condamnation et la partie quantum. Donc sur les 4%, je vois ici à gauche les impacts en défaveur de la condamnation, ici à droite en doré, les impacts en faveur de la condamnation. Donc je comprends assez aisément que si je veux la condamnation, il va falloir que j'appuie très fort sur ces arguments en doré à droite et que je disqualifie les arguments en rouge à gauche. Si je souhaite plutôt orienter vers une non-condamnation, eh bien je vais appuyer très fort sur les arguments à gauche et essayer de disqualifier les arguments à droite. Ici, le patrimoine du créancier est le plus impactant en défaveur de la condamnation. Logique. Ce qui ne rentre pas en ligne de compte dans les méthodes tout le temps. Ah non, c'est bien ça. La durée du mariage est le second facteur qui entre en défaveur parce que c'est plutôt. une durée courte. Voilà. C'est clair. Et donc là, si je veux la condamnation, si je veux activer les 4% qu'on a vu tout à l'heure, il va falloir que je parle très très fort des sacrifices consentis qui étaient déjà Exactement. importants. Il va falloir que je mette des documents, que je fasse intervenir pour expliquer, recontextualiser, etc. Pour la J'imagine. durée du mariage. Et la durée du mariage, alors là, on voit. Est-ce qu'on peut en quelque sorte disqualifier une durée de mariage? Je sais pas, moi je durée de concubinage. Oui, ça. Même en si on sait que ça n'a pas de valeur. La durée de concubinage n'est pas dedans, mais si je veux peut-être réduire cette durée de mariage, est-ce que par exemple, je sais pas, à chaque fois je dis ça en exemple, mais est-ce qu'on peut dire si monsieur n'était pas là la moitié de la semaine, est-ce que ça peut réduire ma durée de mariage en vrai? Parce que la moitié, non, ça marche pas ça. Ah non, d'accord. La durée du mariage, c'est quand même très difficile à discuter. C'est Non, mais objectif. Donc, disons la durée du mariage active. Si, après, elle est active quand même. Tu as la durée du mariage active, ça rentre en ligne de compte quand même. Voilà, si ça existe quand même. Mais pas sur les jours de la semaine, bien sûr, mais quand tu as une longue séparation. Ça, tu l'as, jurisprudence. J'ai eu un dossier comme ça où moi, monsieur était blindé de chez blindé, madame, elle gagnait 3 fois rien. Et comme elle avait suivi son mari partout, alors qu'elle était HEC, mais elle avait suivi son mari partout, elle n'avait jamais pu faire une carrière. Et en fait, ils s'étaient rencontrés en 83 ou 4. Et ils s'étaient mariés en 2000 et quelques, ce qui fait qu'il y avait toute une période qui n'était pas prise en compte. Et le texte dit que le juge peut tenir compte d'autres éléments que les critères qui sont listés. Et moi, j'ai dit, mais vous pouvez aussi tenir compte du fait de la vie commune. Le confrère disant, mais non, c'est le mariage qui compte. Bon, j'en ai eu une, mais pas extraordinaire. Enfin, j'ai eu une prestation quand même. Ils ont tenu compte ou pas alors finalement? Pardon ? Ils ont tenu compte? Le juge a tenu compte de la durée? Ou pas? Je n'ai pas compris, pardon. Le juge a tenu compte finalement de la durée avant? Il ne l'a pas dit. Il l'a pas dit, mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. Le juge, il reçoit, il prend dans un panier, puis il secoue, et puis il retourne, et puis ça donne un résultat. Il ne dit pas exactement, en tout cas pas toujours, pourquoi il fait ceci ou pourquoi il fait cela. La plupart du temps, on nous dit, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il résulte des éléments communiqués. On va communiquer, on va condamner une somme de temps. Pourquoi. Ça, c'est très agaçant. C'est un petit peu... C'est limite quand même. C'est pas toujours expliqué. C'est pour ça que ces données-là, c'est bien qu'on nous les donne, mais est-ce qu'elles analysent toutes les décisions, puisqu'il y a certaines décisions qui ne font pas référence aux c'est ça qui est bien, c'est que c'est ventilé en fonction des décisions, parce que tu vas voir après que tu as... Oui, quand c'est dit, évidemment. Ah oui, donc ça suppose que ça a été expliqué, c'est ça qui veut dire. Oui. Et là, on a vu tout à l'heure que quand on rentre le critère durée du mariage, c'est hors année de concubinage. Oui, c'était bien spécifique. Oui, tout à fait. Donc voilà, alors, sur la partie, justement, pardonnez-moi, sur la partie par décision, ou plutôt par... Le quantum, alors. Le quantum. Quels sont les éléments qui m'intéressent? Eh bien, ici, je vois que le critère qui impacte le plus en faveur du montant élevé, c'est la part
de l'indivision du débiteur. On dit comme ça. Mhm. Ouais. Là, on a mis un régime. Quel régime? C'est pas Séparation, marqué. j'imagine. On l'a pas marqué. Non, Ça serait intéressant de faire la même recherche avec Oui, un Je suis régime d'accord. changé. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de Il n'y a précision. pas de Savoir si précision ça- sur ça impacte aussi, le critère du régime Communauté matrimonial. ou séparation de biens. Laurine, est-ce que tu nous entends? Elle est peut-être en train de faire quelque chose. Est-ce qu'on pourrait poser Oui, je cette... vous entends. Est-ce qu'on Pardon. pourrait poser cette question en direct à Anaïs Guette, s'il te plaît, notre responsable, notre juriste expert sur ce module de prestations compensatoires, la notion de régime matrimonial, s'il te plaît, parce qu'il y a une explication très précise, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, en plus que cette émission est enregistrée. Je ne voudrais vraiment pas dire de bêtises. Tu veux bien essayer d'avoir cette information pour nous, s'il te plaît? Oui, mais je vais essayer de l'appeler. Je vous laisse le temps que on avance. Et puis, si Anaïs veut se joindre à nous-mêmes je vais lui envoyer le lien. Oui, c'est génial. Merci beaucoup. Donc, bon, on voit les critères qui impactent en faveur, en défaveur. Alors, ce qu'on pourrait faire là, c'est déjà modifier quelques critères en se disant, OK, et si je change un élément Bien sûr. de ce dossier, vous voulez qu'on le fasse de suite? Par exemple, Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de voir si il n'y avait pas de faute, par exemple. Ah, d'accord. Donc là j'ai une première série de petits critères que je peux modifier tout de suite là, mais comme la faute, elle est dans la liste vraiment détaillée, je demande à modifier plus de critères. Et la faute, elle est dans la partie créancier. Oui. Hop. Alors. Ici. Voilà. Et j'enlève la notion de faute et je relance ma simulation. Est-ce que ça a une modification? Ça change un petit peu. Un petit peu, voilà. Ouais. J'ai 6% des magistrats qui avaient une prestation compensatoire. Et alors, je reprends un peu mes éléments de tout à l'heure. Ouais. J'avais un minimum, un maximum. Je retourne dans la partie quantification du risque. J'avais un minimum à 14, un maximum à 112. Et à 50%, j'étais à 72 000. Là, j'ai un minimum à 7. Ah oui, là, on chute drastiquement dans la palette des possibles. Maximum à 113, peu ou prou, c'est la même chose. La dynamique de la courbe a un peu changé, mais j'ai quand même mon pic, ma montée, ma redescente. Et à 50%, je suis à 74 000. Ouais, au lieu de 72. Ah oui, donc là, il y a une petite évolution. Il y a une petite évolution. Ça ne change pas la face du monde non plus. Non, mais c'est intéressant de le savoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, si ça ne change pas la face du monde, est-ce que tout le monde se met d'accord sur le fait Oui, non, mais c'est Exactement. intéressant, justement. C'est un élément de savoir que ça ne change pas la face du monde, tout à fait. Autre facteur que je peux faire bouger, c'est la partie... Ah oui, la notion des sacrifices. Tiens, là, on a mis important. Si je les mets... ne serait-ce qu'en moyen. Oui, parce que tout le monde n'est pas d'accord, évidemment. Ça, oui, tu as raison. 5%. Donc là, pardonnez-moi, j'ai relancé en moyen, mais j'ai laissé la faute. Hein. Oui, voilà. On pourra la relancer sans la faute. Donc, moyen, 1000 le minimum, 93 000 le maximum. Ah, c'est vraiment sur les quantums que ça a complètement changé de dynamique. Et à 50%, je démarre ma négociation à 52 000 euros. Je serais curieuse de savoir si vous enlevez le patrimoine propre. Hein. Si c'est surtout la durée du mariage qui compte. Hein. Donc on enlève le patrimoine propre. Pardonnez-moi, là on vient de parler de moyens importants, etc. Il s'agissait du patrimoine. Sacrifice. Ah, du sacrifice, oui. D'accord, oui. C'est pas des critères. Donc là, on est d'accord, je garde les sacrifices moyens et j'enlève les patrimoines propres. Excusez-moi de vous interrompre, mais Anaïs s'est connectée spécialement pour répondre à vos questions. C'est notre juriste en charge de ce contentieux notamment. Et donc, je vous laisse poser vos questions. Merci beaucoup, Anaïs, d'avoir répondu. On la voit à l'écran. Bonjour Anaïs Guette, donc notre juriste expert en charge de ce volet droit de la famille et aussi préparation du préjudice corporel. Merci Anaïs de te libérer aussi rapidement. Donc la question porte sur le fait que le régime matrimonial en tant que tel ne soit pas caractérisé, ne fasse pas partie des critères qu'on active ou pas dans notre module prestation compensatoire. Ah, on t'entend pas. Le son, vous êtes en mute. Ah, pardon, donc bonjour à tous. Bonjour. Oui, alors le régime matrimonial, on le capte uniquement sur la première page, donc sur la page juridiction. Je ne sais pas qui est à la manœuvre. C'est moi.
Voilà, parfait. Là, on va capter donc soit un patrimoine commun, soit un patrimoine indivis, qui nous permet en fait d'identifier un régime, enfin une communauté légale ou une indivision. Et enfin voilà, on va pas plus dans le détail de ce régime matrimonial, mais on le capte ici et on capte les implications, à savoir les patrimoines de chacun des époux. Donc évidemment post-liquidation du régime matrimonial. Donc en fait là, c'est la question. En fait, on est allé directement dans la précision chiffrée quoi sur ce caractère. D'accord. Ok. Sauf qu'on peut avoir un patrimoine indivis avant mariage et être en communauté. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on va intervenir. Enfin, en tout cas, que l'outil va avoir toute sa pertinence post-liquidation du régime. Là, dans l'hypothèse dont vous nous parlez, il faudrait cocher les 2 cases de commun et indivis si on parle de ce que dit Laurent, c'est-à-dire d'un patrimoine antérieur plus du patrimoine commun. On peut le faire, ça? On peut cocher les deux cases? Tout à fait. D'accord. C'est tout à fait possible. Et quand on coche les 2 cases, c'est bien si on a la valeur de la communauté, hein, c'est ça? Mais c'est pas obligatoire. Soit il n'y a pas de communauté, donc dans ce cas, bon, c'est pas nécessaire de cocher cette case. Si vous la cochez, effectivement, il vaut mieux renseigner le patrimoine de la communauté et ensuite la liquidation Dans chaque. les parts de l'indivision. Ouais. Cela dit, il n'y a pas que le patrimoine antérieur et le patrimoine commun, il y a aussi le patrimoine reçu pendant en donation. la En communauté. donation. On est d'accord. Patrimoine. L'appellation aurait été patrimoine propre, aurait peut-être été plutôt plus pertinente. Alors, alors peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'y arriver, mais on a bien le patrimoine propre. Ouais. Elle est après. En fait, on a capté ce régime matrimonial parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans la saisie sur le patrimoine propre, le patrimoine commun, etc. Donc là, on a volontairement intégré un patrimoine commun, un patrimoine indivis pour essayer de un petit peu guider tout le monde dans l'application. Mais ce qui nous intéresse, c'est les informations, à savoir quel va être le patrimoine propre de chacun des époux. Est-ce qu'ils vont avoir des valeurs de part dans l'indivision, s'il y a une indivision, et ensuite la part chiffrée revenant à la liquidation de la communauté. Voilà. Et comment on est arrivé à patrimoine propre là? C'est dans la partie créancière de la prestation compensatoire. Il y avait les deux parce que patrimoine commun, du coup, c'est où? Au-dessus, dans la juridiction. En fait, dans la première, voilà, ce sont différents masques de saisie. Mais ce qu'on est en train de se dire, Anaïs, c'est que finalement, si dans mon dossier, j'ai envie de valoriser cette notion de régime matrimonial et de patrimoine, il va falloir vraiment, c'est pas juste le principe, c'est aussi le chiffrage, le périmètre financier qu'il faut que je donne pour que la machine puisse travailler. Hein. Tout à fait, c'est ce qui intéressera la machine et ce qui va intéresser le magistrat aussi. Hein. C'est pas de connaître le régime matrimonial, c'est de savoir ce qui va résulter de cette liquidation du régime matrimonial. Donc nous, notre outil, c'est un simulateur. Donc il est conçu tel que il va capter toutes les informations qu'on va donner au magistrat le jour où il va être appelé à prendre sa décision. Donc c'est pour ça qu'on arrive vraiment avec toutes les informations telles qu'on les donnera au magistrat, donc une fois que la liquidation sera faite. Après, si vous l'utilisez par exemple avant, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a peu de cas de... en tout cas, c'est de moins en moins judiciarisé cette partie-là. Vous avez la possibilité de faire évoluer, de ressaisir votre requête au fur et à mesure que vous avancez sur les étapes de la liquidation du régime matrimonial. Ok, merci bien. J'ai un petit doute là, je crois. Non, mais en fait, mais c'est en théorie. En théorie, de toute façon, le patrimoine commun n'influe pas, puisque par définition, chacun récupère la moitié du patrimoine commun. Et du coup, sauf s'il y a des récompenses, tu me diras. Mais ça paraît pas. Non. Donc, il n'y a pas. Du coup, ça n'influe pas sur la disparité. En fait, sur ce point de la récompense, en fait, vous allez l'intégrer directement. C'est-à-dire, dès lors que vous allez avoir une récompense, elle va venir gonfler le patrimoine propre de chacun des époux. En fait, c'est à ce stade-là. Et sur sur votre première question, qui était, excusez-moi, je l'ai perdu de vue. C'est un régime de communauté, si c'est influé, non? C'est ça? L'impact du régime matrimonial. Tout à fait. En fait, si ça influence parce que on se rend compte. Alors ça, c'est en manipulant l'outil qu'on voit beaucoup de choses apparaître. Sur le patrimoine propre, on se rend compte que si on a un patrimoine propre assez important,
ça va venir rentrer. Alors, je pense que Tiffaine va arriver, va vous montrer l'impact de chacun de ces critères. Mais si on a un patrimoine propre assez important, on va avoir ce critère qui va rentrer vraiment en considération dans le quantum de la prestation compensatoire, parce qu'il y a un revenu, enfin, en tout cas, il y a des moyens un peu plus importants du couple. Et à l'inverse, par exemple, si on a une indivision, et que l'indivision est complètement inégalitaire entre les deux époux, là, on va vraiment avoir un impact très important. Et si on se rend compte qu'il y a des revenus très, très importants du débiteur, avec une indivision et une forte indivision en faveur, enfin, en tout cas du débiteur, évidemment que ça impacte la prestation compensatoire. Donc, chaque critère, finalement, a quand même un impact, peut avoir un impact. Alors, en règle générale, la communauté peut ne pas en avoir, mais dans des cas particuliers, elle peut en avoir malgré tout. Alors, ce que je fais là, parce qu'en effet, Anaïs, dans la toute première série de résultats, nous avons testé un créancier avec un patrimoine propre de 150 000 €. Et donc là, on relançait la requête. De 1,5 million. On relançait la requête sans le patrimoine propre. C'est là qu'est intervenue la question sur le régime matrimonial et on a un peu suspendu la requête. Mais donc, si je lance la requête avec 0 patrimoine propre, absolument. En fait, voilà le résultat. 97% des magistrats allouent une prestation compensatoire. Et là, il se passe quelque chose de complètement différent. Alors que ta durée de mariage est très courte. Hein. Alors que la durée de mariage, oui, est ISO par rapport à tout à l'heure. Mon minimum à 13 000 pour 1% des juges, mon maximum à 98 000 pour 3% des juges. Et à 50%, je travaille avec une base de 64 000 € pour ma négociation. Donc là, et là, on avait mis comme critère de peu de sacrifices professionnels. Alors là, on est dans des sacrifices moyens. Donc toujours à gauche, on retrouve les caractéristiques de notre requête ici et maintenant. Ah oui, c'est à gauche. Ah oui, d'accord. Tout est repris à gauche. Oui, que vous y retrouviez à chaque fois. Là, on a émis... On peut cliquer sur un truc à gauche pour changer ou alors il faut à chaque fois revenir sur la page d'avant? Vous faites ici modifier mes critères. D'accord. Moi, je reviens là parce que ça évite de perdre du temps de relance, mais absolument. Donc là, si je reprends, puis que je mets sacrifice faible, voilà. Et puis je peux faire autant d'hypothèses que je veux. L'important, c'est que vous identifiez toutes les issues possibles, que vous vous sentiez fort devant votre client. Je peux relancer sacrifice faible avec mon patrimoine à 1,5 million. Voilà. Et je vois que c'est ce facteur-là, c'est sûr, le facteur du patrimoine. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez choisi comme stratégie dans ce dossier, maître? J'ai pas encore choisi. C'est pour ça qu'elle vous a donné cet exemple. Parce que je l'ai commencé, j'ai travaillé hier et justement, voilà, c'était l'impact de ce patrimoine de ma cliente. Mais comme il y a plein d'autres éléments à faire valoir. Oui. Alors, dans tous les cas de figure, Anaïs, est-ce que tu veux reprendre un peu la main sur des choses? Est-ce que toi, tu as un avis par rapport à ces hypothèses de stratégie ou bien est-ce que je poursuis sur la partie jurisprudence? Je ne sais pas s'il y a des questions particulières, mais tu as montré la partie motivation, j'imagine, peut-être. On a vu la partie motivation des décisions, absolument. Et on a vu qu'en effet, selon la configuration choisie, le patrimoine du créancier tout de suite devient très impactant quand il est présent. Et puis, il disparaît pratiquement quand on ne l'a pas renseigné, clairement. D'accord. Non, j'ai rien à rajouter. Et bien, dans ce cas, je vous propose d'aller sur le volet jurisprudence. Donc là, on n'a pas choisi notre stratégie, notre tactique, on est bien embêté, mais enfin, sur le principe, je peux vous montrer comment ça. Il y a une idée pour améliorer vraiment le système. Ah, on a une idée d'amélioration, Anaïs. Reste avec nous, s'il te plaît, un instant. Oui, c'est que si vous rentrez dans les données le nom des avocats qui ont obtenu là, évidemment. vous apercevrez à ce moment-là qu'en prenant coup de chou, vous avez 95% de chances d'obtenir un super résultat. Si vous prenez pied, vous avez 15%. Ça pourrait être intéressant pour développer notre clientèle. C'est la prochaine évolution du système. Non, on a une clause éthique très très forte. Plus vous payez une cotisation à la boîte, plus vos chances de... Je crains que notre président soit totalement pas en adéquation avec cette proposition. Mais d'autres peut-être. Non, on essaye de donner de la force objective. En poussant le raisonnement jusqu'à l'absurde, on pourrait quand même... Alors, bien sûr. Mais là, merci pour cette réflexion parce que
évidemment, par hypothèse, on peut faire n'importe quoi avec ce type d'outil. Bien sûr. Mais comme c'est encore la force de l'humain de choisir le camp des bons, voilà, ça c'est Et pas la l'engagement force de notre obscure. maison. On a été les premiers à signer la charte éthique au lendemain de la publication du rapport du CNB. On a dans notre newsletter, à laquelle je vous invite à vous abonner, ça fera plaisir à Laurine, et puis c'est quand même drôlement intéressant, une rubrique questions éthiques qui détaille chaque mois une question qu'on se pose dans la maison, qui pourrait se poser tout court et qu'on se pose nous dans l'exercice au quotidien de ce travail avec des hypothèses où on pourrait en effet aller valoriser des choses un peu du côté obscur de ces possibilités-là. Mais c'est un outil, enfin, vous pouvez utiliser... Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Alors, Une brosse à dents peut-elle être une arme par destination? l'idée de développement, c'est quoi? C'est que les cabinets s'inscrivent, s'abonnent, je ne sais pas comment on dit, ou bien les ordres avec une possibilité pour les avocats d'aller consulter. Ah ben là, je vous recommande de prendre un abonnement dans l'exercice de Individuel. vos fonctions. Oui. En fait, vous avez, alors bon, pour la partie chiffrage, l'abonnement à nos solutions est proposé sous forme d'abonnement mensuel par module et par avocat. Vous avez accès à l'achat d'une seule requête ponctuellement, un accès de 24 heures à un module. Voilà, mais là, mieux que bien, plus encore que tout ça, grâce à Maître Leclerc, Alexandre Demelin qui est là, en fait, l'offre qui est proposée, c'est l'accès à tous les modules dont je vous ai fait un peu la liste en passant tout à l'heure, pour 99 € par mois, ce qui est moins que le prix d'un seul module pour un seul avocat par mois. Donc, c'est quand même une très, très belle offre. Et alors, pour rester sur l'aspect chiffré, le rapport que je vais vous montrer tout à l'heure, le rapport de jurimétrie, plusieurs de vos confrères le valorisent, alors en le facturant, à peu près 2,5 fois le montant que je viens de vous indiquer, donc c'est quand même une belle création de valeur pour le cabinet. Si vous en faites 2 par mois, vous commencez à vraiment être dans C'est comme pour Mayeux, quelqu'un vient, on lui dit je vais vous faire un calcul C'est scientifique. ça, il repart avec un livrable, vous mettez le logo du cabinet, c'est possible. Moi, c'est ce que je fais, le logo du cabinet. Oui, ça fait bien ça. Ah oui. Ça fait sérieux. Mais vous Ah oui, savez, ça vos fait clients, ils rentrent avec quelque chose, ils peuvent, mais ils du peuvent le palpable. regarder, en Non, parler. mais je suis convaincue. Moi, je suis plus convaincue de l'apport que ça a dans le cadre de négo collaboratif, etc., parce que ça rassure le client et l'avocat quelque part, qui dit qu'il a bonne conscience en se disant j'ai regardé tous les critères, toutes les juristes, Que sur le plan, que l'usage judiciaire. Ouais, c'est ça, que si tu veux, que ça corresponde vraiment à une réponse judiciaire, parce que comme tu dis, et puis c'est un peu l'essence de notre métier d'aller se battre sur des trucs justement qui n'ont pas été. C'est plus ça, et c'est un peu dans l'air du temps que dans la négo aujourd'hui, la médiation. Les juges refuseront de toute façon de se faire enfermer dans un système. C'est comme pour les méthodes de calcul, les différentes méthodes qu'on connaît tous. Ils les retiennent. Moi, je vois des confrères qui présentent encore des dossiers avec, selon la méthode, machin, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et à la fin, en mettant tout en même temps, on obtient ça. Et les juges répondent, mais vos méthodes, ce sont vos méthodes, c'est pas les nôtres. Ils ont pilote PC. Eux, ils font durer du mariage sur 12 mois, sur 8 ans. Totale liberté. Ils font pilote PC. Mais certains ont peut-être un poil dans la main et disent, oui, on va utiliser ça. Pas ça, mais méthode. Pilote PC, c'est quoi ça? C'est une méthode aussi qui a été agencée par la Cour d'appel de Toulouse, par des magistrats. Et donc, il y a un serveur qui permet aux magistrats d'aller rentrer un certain nombre de critères pour faire le calcul de la PC, mais elles sont extrêmement faibles. De quoi faire Le module de calcul donne des PC faibles. C'est pour ça qu'on n'a plus de PC. Ce serait intéressant de voir les critères. Il faudrait que vous leur vendiez. Alors, c'est pas du tout le même travail. C'est-à-dire que dans ces méthodes de calcul qu'on va intégrer dans ce module, vous les aurez, les 5, on va vous dire, voilà, n'est-ce pas Anaïs, on va dire méthode X, Y, Z, les 5, on vous donnera les montants à titre de comparaison, mais c'est pas le même travail. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un travail... Pardonne-moi, Anaïs, je t'en prie. Et on intégrera pilote PC aussi, c'est prévu. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire effectivement aux clients, voilà, les juges, eux, peuvent avoir ce critère-là. Voilà. Et alors, c'est comment les calculs sont faits après. Il faut aussi savoir... Même si le calcul est mal fait, peu importe. Hein. Si c'est le critère qui est retenu par le juge. Alors, nous, en fait, on ne fait pas de calcul. Vous avez vu, on vous donne des fourchettes. Et comment on fait? Parce qu'un calcul, ces calculs dont on parle, vous avez des systèmes de moyenne, de pondération par rapport à des montants qui sont un peu fixe, quoi. C'est-à-dire que la différence par rapport à notre outil, c'est que nous, on va être un outil dynamique. Il y a vraiment un côté, c'est pas juste une moyenne, c'est pas juste un coefficient. Il y a vraiment un côté travail dans une dimension en disant, voilà, tous ces critères alignés nous donnent
dans la compréhension des raisonnements, dans la modélisation. On ne vous dit pas demain il y aura de la pluie parce que tous les 2 juillet des 5 dernières années passées, il a fait beau à 30%, donc demain il y aura de la pluie à 70%, parce que c'est la même chose que, vous voyez. Nous, notre job, ça va être de dire, ben voilà, le 2 juillet de cette année, il va faire tel temps vraisemblablement à telle fiabilité, parce que les 5 jours précédents, il s'est passé 7 successions de phénomènes. Et comme on a étudié les 5 jours précédents, le 2 juillet de ces 15 ou 17 dernières années, on peut vous dire... Quand les jours précédents sont comme ci, comme ça, voilà ce qui se passe. C'est quand même pas la même démarche. Tout à fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que votre méthode, elle peut être très intéressante en égo, parce qu'effectivement, elle est exhaustive sur les critères objectifs qui rassurent tout le monde, mais que c'est intéressant aussi d'avoir les méthodes qui sont utilisées par les juges qui n'auront pas accès à votre base. On la demande à titre gratuit en ce moment. Non, mais si vous arrivez à le généraliser, très bien, mais en attendant, c'est bien d'avoir aussi les méthodes qu'eux utilisent. Bien sûr, et on va vous les en disant, bon voilà, en égo, on n'a pas réussi à quoi que ce soit, mais voilà au tribunal ce qui vous attend éventuellement. Tout à fait. Et vous pourrez l'imprimer dans le rapport de jurimétrie. Ça, on l'a dans le rapport. Alors, ce qui va vous sans tout bouleverser, est-ce qu'on pourrait regarder poser exactement la même question, mais en éliminant le tribunal de Nanterre et en mettant la cour d'appel de Versailles? On n'a même pas besoin de tout bouleverser. On dit OK, on retourne dans sa simulation. C'est juste un petit truc à mettre. On aura dans les décisions. Les décisions, il n'y aura pas que les décisions de Nanterre. Ah oui, autant pour moi. OK, j'ai compris. Là, vous êtes plus dans le côté, et si on va à au judiciaire, ce qui revient à peu près au même. Qu'est-ce qu'on a comme décision? Donc là, j'étais dans la partie jurisprudence, donc j'y retourne. L'onglet jurisprudence. Vous avez une série de filtres dont nous allons nous servir. Et vous voyez déjà, maître, qu'on a la partie TJ, ressort de cour d'appel. Ça se présente comme suit. On va faire un trait par pertinence et plus lisible. Alors, on n'a pas encore cité un excellent partenaire, mais on aurait dû. Donc, les éditions Dalloz sont partenaires de notre maison. Nous en sommes très fiers et heureux. Et c'est ce qui fait, entre autres bénéfices, que quand nous avons travaillé une décision qui est dans les bases Dalloz, vous avez une petite pastille ici, voir la décision, vous cliquez, vous arrivez sur le PDF de la décision. On va le faire tout à l'heure, mais là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de décisions. L'idée, c'est de gagner du temps. On ne va pas tout analyser. Ça veut dire quoi, tous ces ronds? Alors, tous ces ronds, déjà, il faut savoir que quand il n'y a pas de condamnation, c'est un petit rond doré. Là, je n'en vois manifestement pas. Quand il y a une condamnation, c'est un rond rouge. Plus il est petit, plus le montant est petit, plus il est gros, plus le montant est gros. Et pourquoi il est rosé ou rouge? C'est quand tu cliques dessus. Voilà, quand vous êtes dessus, il s'anime en rouge. D'accord. Voilà. Alors, à chaque fois que j'ai ou pas la décision Dalloz, je vais avoir une petite fiche de synthèse que vous voyez en dessous. Puisqu'on a analysé les jurisprudences, on va vous donner quelques éléments de cette analyse. Donc, c'est sur tes petites fiches de synthèse, on dit quelle est la décision, la cour, le TJ, l'âge du créancier, les revenus du créancier, l'âge de débiteur, ses revenus, la durée du mariage et le montant de l'APC. Voilà, là, elle a eu 100 000. Là, elle a eu 100 000. Le mariage, 28 ans. Voilà. Donc là, on va vouloir affiner un peu parce que 28 ans, justement, c'est ça qui est déterminant. On voudrait 11 ans en particulier. Je reviens juste, si jamais vous avez besoin d'aller trouver cette décision dans une autre base parce qu'elle n'est pas dans le Dalloz, vous avez le numéro RG, la date. Donc, vous pouvez aisément solliciter une autre base ou Légifrance. Et ce taux-là, 75% de correspondance, alors, en fait, aucun éditeur ne vous donne ce taux de correspondance. Donc ça, c'est vraiment inédit. 75, c'est plus qu'excellent. En fait, à partir du moment où vous arrivez à être taux de 30, 35, 40, c'est déjà bien. Et assez naturellement, quand vous piochez une jurisprudence dans un dossier, quand vous avez à peu près un tiers de cette jurisprudence qui colle à votre dossier, vous trouvez ça bien. Donc un tiers, c'est 30%. Donc 30%, pourtant c'est un taux très élevé, mais à partir de 30%, ça commence à être sympa en pertinence. À 75, on est très très bien. Bon, mais ça, c'est beaucoup de travail à faire. On va un peu trier. Qu'est-ce qu'on a dit? La durée du mariage, c'est important. Je ne prends pas 11 parce qu'on ne va pas être chier. Je vais prendre entre 10 et 12. Si vous êtes d'accord, hein. Ah oui. J'enregistre. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait? Bon, là, donc, automatiquement, ça se réorganise. Bon, mais là, c'est encore beaucoup de travail à trier. Je n'ai pas envie de faire tout ça. Qu'est-ce qu'on prend par ailleurs? Le même tribunal judiciaire, par exemple? Ou un autre, justement? Non, le même TJ. OK, j'enregistre. Là, ça c'est vraiment oui, résoudre sans problème. Ah, là, ça, vous avez vu, là, ça me trie quand même très fort. Alors, je commence à avoir des pastilles jaunes, ça veut dire absence de condamnation. Et puis là, je vois qu'il y a plutôt des petits montants quand c'est rouge. Et puis là, il y a un gros montant, je peux aller voir, 250 000. Ouais.
vous vous souvenez tout à l'heure, là, la fourchette, elle monte jusqu'à 100 et quelques mille. On vous dit les hypothèses d'une distribution. Hein. Potentiellement, là, c'est un objet, on voit bien, il est en dehors des hypothèses, mais peut-être que c'est un juge sur 10 000 décisions, ça ne fait même pas 1%, il ne sort pas dans les chiffres, c'est assez exceptionnel. Il a projeté son cas personnel. Oui. Bon, j'ai encore un peu de décision. Est-ce qu'on resserre un tout petit peu notre filtrage là ou on est content? Non, on est content. On est content. Ouais. Et là, Il y a aussi parfois des décisions un petit peu particulières où il y a des accords des époux pour privilégier une prestation. Et à ce moment-là, moi j'en ai eu un récemment, et j'ai dit, ok, vous ne serez jamais condamné à ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un accord avec la femme, très bien. Et à ce moment-là, il avait mis 3 fois. Oui, c'est ça. Oui. Et ça trouble un peu. Alors, est-ce qu'on en tient compte là-dedans? Un gros rond là. Si la décision c'est un accord. Non, mais comme vous dites que vos juristes analysent, etc., est-ce qu'on a cette... on peut aller voir la décision. Donc, quand vous avez la décision, tu auras tout le... Marqué, oui, on va la voir. Ce que vous appelez, c'est est-ce que la modélisation tient compte de ça? Oui. Et je vous dis oui, mais la modélisation, on vous a réparti les éléments sur son... Anaïs, tu es toujours là? Est-ce que tu veux répondre à cette question? Non, c'est déconnecté. Si, tu es encore là? Oui, tout à fait. Effectivement, on a souvent des avocats qui viennent nous voir parce qu'ils sont justement dans le cadre d'un DCM ou dans ce cadre, ou peu importe, enfin en tout cas sur des voies amiables, et qui vont utiliser cet outil en disant voilà, c'est ce qui va se passer si on veut au contentieux, mais néanmoins ils vont faire des arrangements entre eux, et ça on le sait que c'est quelque chose, la prestation compensatoire, sur laquelle on peut réparer beaucoup de choses entre guillemets ou compenser d'autres choses. Nous, on va analyser des décisions de justice, donc si ça n'est pas inscrit dans la décision de justice, on ne le captera pas. Et très souvent, lorsque vous êtes en justice, vous n'êtes pas sur cette phase d'arrangement et encore moins sur des décisions d'appel. Donc nous, on n'aura pas pris cette information, mais c'est pas une information dont on a besoin, parce que vous, quand vous allez le multiplier en disant voilà, on va faire 3 fois ce que vous auriez pu avoir, vous le savez que c'est ce que vous auriez pu avoir, vous le savez. Donc voilà, nous on a travaillé sur des décisions de justice pour être au plus juste de la simulation d'une décision de justice et non pas de ce qui se passera au préalable sur tout ce qui est transactionnel. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si c'était ça là. En fait, cette décision-là, qui a un montant très important, il faut aller la voir déjà. Parce il faut aller la voir. Seule, oui. C'est ça. Alors, on peut aller la voir, vous voyez, on peut cliquer sur la décision, on va aller la voir. Mais il y a aussi un caractère potentiellement exceptionnel. C'est une décision dans toute la base. Vous voyez. Donc, nous, on fait de la modélisation pour comprendre les raisonnements des juges. Si à un moment, un juge est parti aussi loin, c'est bien, tant mieux pour celui que ça a servi. Mais au fond, on ne peut pas vraiment vous le proposer en modélisation, parce que sinon, ça ne serait plus de la modélisation que de vous dire, voilà, tous les éventails des décisions qui ont été prises à travers toute la vie, ça n'aurait pas de pertinence. Mais après, c'est une aide à la décision, c'est pas la décision. Vous voyez, après, c'est votre travail, justement, de question d'expertise, qui va vous faire dire, OK, celle-là, j'en parle même pas à mon client de cette décision. Oui. Vous voyez, parce que ça va l'emmener dans un état d'esprit qui le dessert, en fait. Parce que c'est un faux espoir. Vous voyez, là, vous avez accès à la décision en tant que telle. Alors, qu'est-ce qui a donc motivé? Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous me dites si je vais trop vite? Là, je vais descendre un tout petit peu comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y a pertinent. Bon, il faut aller à la fin. Faut aller à la fin. Descendu une seconde. C'est Raguin qui a rendu dans l'autre sens. Pardon, il faut monter. En fait. Oui. C'est Raguin qui a rendu la décision. J'ai cru voir un nom d'avocat. Allez-y, vous inquiétez pas. Je descends? Non, ouais. Ça va? C'est beaucoup plus bas. C'est après exposé des faits, c'est motif. Hop, on cherche motif. Encore, ouais. Il y a beaucoup de choses. Voilà, motif sur cela cour. Vous pouvez descendre là, parce que là, c'est des textes. Voilà, considérant que la durée du mariage est de 10 ans. Après, au jour du prononcé. Pardonnez-moi, oui. Que la situation mariée. Il n'y a pas d'enfant. Il a 56 ans, c'est le même âge. Ça, on pourrait filtrer, parce que peut-être qu'on dirait qu'à 56 ans, il ne se passe pas la même chose qu'à... Pas de pathologie, madame, machin. La poursuite de ses activités. Je sais pas. C'est qui a conduit à opérer des licences. Quelqu'un qui est en train de boire une sirop de menthe. Oui, il y a quelqu'un qui est... Ou qui prend un bain, ça peut arriver.
Il y a des fois des drôles de bruits. On m'a dit un mètre si je vais trop vite ou Il pas y a les assez. déclarations sur l'honneur. Il y a Anaïs en sourdine. Ça fait... Ah, c'est Anaïs en sourdine. Ouais. Je crois qu'Anaïs n'est pas très proche de la mer, à vrai dire. Ou alors elle m'a caché des trucs. C'est mon ordinateur qui chauffe, pardon. Ah, d'accord. Oui, je voulais pas du tout te parler de tes relations avec ta maman. Hein. C'est un rien à voir. Vous me dites, je continue? Oui. Oui. Oui, donc là, il y a une bonne explication de tout quand même, de tous les ce qui est assez critères, rare, tu et vois. tout ça. Patrimoine propre composé de différents comptes. Ouais, d'accord. Je vais trouver. Pendant les 20 ans de commune, Ah, pardon. favoriser sa carrière professionnelle. Bon, bah ça, c'est le coup de répartition des rôles. Non, c'est bon. ça. Déterminant de la participation. Ce qu'il faudrait voir, c'est effectivement c'est quoi le critère définitif Bah oui. pour la PC. Voilà, le droit à PC. Il y a eu moins de 4 années de vie commune. Voilà. Ouais. Non, Ils bah sont donc séparés il a. soit après moins de 4 années de vie commune. Oui, Et il y a une PC au bout. 250 000. 250 000. Il faut qu'on comprenne. C'est rarissime. Ouais. C'est un peu ce qu'on se dit. Hein. C'est-à-dire que est-ce que vous fondez votre dossier là-dessus? Qu'on vient de rejeter la demande d'augmentation en accueillant partiellement la demande de Juste réduction. la demande de réduction. Oui, présente, réduite de à réduire 250. 000. Voilà, et après, ça, c'est moins intéressant. Mais voilà, mais Mais il y a quand même une analyse de toutes les données. Oui. Bon, alors c'est finalement cette décision est un peu Et puis on- atypique, Anaïs. oui, Est-ce que ce serait plus celle-ci là? Qu'est-ce qu'elle dit celle-ci? 50 000. Hum. Elle correspond plus, on peut Oui, la oui, voir. 50 000. Sachant que elle me dit 50 000. Ici, 35 ans pour le créancier. Ici. 14 400 €, 41 pour le débiteur, 96 000. Ça correspond un peu plus, non? Le patrimoine du Oui. créancier est un peu light. Hein. Ouais, Bon, mais on va voir. OK. On fait vraiment la mise en situation comme si on y était. Hein. Maître Couchou, que vous allez repartir avec un dossier tout prêt. Heureusement que vous êtes abonné. Hein, parce c'est bien. Hein. que si vous avez des dossiers, on s'abonne et on les travaille de suite. Donc là, je comprends qu'il faut descendre vite jusqu'au motif. Hein. Ouais. Voilà. Vous pouvez continuer. Et je peux continuer. Ouais. Ça, c'est Faut sur aller la voir la faute. prestation Ah, compensatoire. ça, c'est les textes. Hop. Non, mais là, vous avez tout le Là, divorce, sur la ça, prestation ça- compensatoire demandée. Voilà, sur la prestation. Durée du mariage, âge, état de santé, nanana. Bon, bah ça, c'est le rappel des textes. Donc, on continue. En fait, ça, c'est le baratin Voilà. de présentation. Considérant que madame est née, Que nanana. madame née en 77. Qu'un a le problème de 2002. Une agrégation belge en biologie. Ah, ça, c'est les sacrifices. Oui, c'est les sacrifices. Ouais, mais bon, il n'y a pas de sortie. Une agrégation belge. Ouais. Ça vaut quelque chose. Elle va avoir Ça une, vaut elle quelque va avoir une prestation énorme. Alors. Elle indique avoir repris une formation. Si ça commence à être une histoire belge. Elle indique avoir repris une formation à ses frais depuis la séparation. Justifie être hébergé avec ses enfants en Belgique chez ses parents. Monsieur, il est superviseur d'effets spéciaux. Mais c'est rigolo comme métier. Est-ce qu'on a encore nos auditeurs, Alexandre? Est-ce qu'on a encore nos auditeurs? On les oublie un peu. Là, on est dans le dossier. On On a- espère qu'ils sont dans le dossier avec nous. On a Sabine Patarin. Très bien. Maître Sinon, Batarin, et sinon c'est Laurine. c'est Maître Batarin, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, on est un peu dans le secret de cette assemblée autour de cette table. Oui, Sur ce dossier. Oui, bonjour. Bonjour, je trouve ça très intéressant et je compte bien tester sur mes dossiers en droit du travail. Donc, je regarde avec attention puisque je ne connaissais pas du tout. D'accord. On va J'ai peut-être. bien évidemment entendu parler, hein. C'est très, très connu, mais je ne l'ai pas pratiqué. Bon, alors ce que je vous propose de faire, comme il nous reste 30 minutes, c'est de parler un peu du rapport Ouais. et puis de faire un petit tour en droit du travail et puis en réparation du préjudice corporel. Ça vous va? Très bien. Il va falloir que Excuse-moi Oui, de t'interrompre. Je viens de voir que Maître Haddad aussi vient de se connecter. Bienvenue, Avec- Maître Haddad. Voilà.
Très bien. Bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre. Et on va essayer de repasser un peu les éléments. Vous êtes spécialiste en quelle matière, s'il vous plaît? Non, c'est pas Maître Haddad qui est le rapport. On ajoute son logo ici, on renomme la requête en fonction du nom du dossier ou de la nomenclature du cabinet. Voilà. Vous pouvez ajouter des commentaires. Tous les critères sont repris en forme. Ça va être vraiment sympa en réparation du préjudice corporel. On n'a pas du tout la remise en forme de tous ces critères à remettre bien et ça se fait en un clic. Et puis, vous décidez de communiquer ou pas. Les pourcentages. Les taux, les informations. En général, ça, c'est assez intéressant à communiquer parce que votre client, il peut un peu passer du temps à travailler ces différentes... ça, il faut vraiment l'expliquer, parce que c'est pas très simple. De quoi, les pourcentages à de provision du risque. Ouais, pour la négociation, c'est à 50%, on commence à discuter, voilà le montant, et puis plus on valorisera une chose ou une autre. Voilà. Après, le côté impact sur la décision, en général, les clients le gardent pour eux parce que c'est quand même très spécifique et puis on est vraiment dans un peu votre mécanique de choix de tactique. Bon, ça, voilà. Et puis après, vous avez le volet jurisprudence qui reprend les filtres que nous avons établis et puis vous décidez de communiquer la petite fiche de l'arrêt qui est celui qui correspond au message que vous avez envie de faire passer. Puis vous irez chercher le PDF dans l'affichage que vous joindrez éventuellement si vous souhaitez aussi communiquer le PDF de la décision. Sinon, la petite fiche synthétique est déjà bien pour pas mal de clients. Voilà, et vous imprimez et ça vous sort un rapport de jurimétrie. Merci. Voilà. Jurimétrie, oui. Voilà. Ça fait chic. Alors, vous avez un livrable vraiment bien mis en forme. Donc ça, en général, ça parle à ceux qui ont déjà vu l'outil et ils sont de plus en plus nombreux. Et si vous l'expliquez à votre client, vous avez même le loisir voilà, c'est la force de l'objectivation. Donc là, on a pris le temps, ça fait une demi-heure qu'on est sur le document, mais vous allez voir, on va prendre un autre exemple. Dans une autre matière, on va faire du social. Alors, en social, on a les clauses de non-concurrence et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le PAC, n'est-ce pas? Pardon, maître. On avait dit. Merci infiniment. Oui, en plus, vous êtes resté. Merci, maître Coutul, de votre contribution. Merci à vous, parce que c'est bien que d'autres confrères puissent voir comme c'est efficace et comme ça aide à la décision. Et moi, je trouve que faut pas en avoir peur. Faut se dire que c'est un outil parmi d'autres. Après, on a notre libre arbitre sur ce qu'on met, ce qu'on produit, ce qu'on dit, et ça ne change pas notre métier. Au contraire, ça le facilite. Donc, je trouve que c'est dommage de se préférer quelque chose qui nous facilite la vie. Vous recommanderiez en priorité des outils à avoir oui, moi je trouve qu'en priorité, dans les grosses négociations, dans nos dossiers collaboratifs, moi je trouve que c'est un outil de travail qui est formidable parce que justement, il est très facile d'accès et on peut moduler tout ce qu'on veut. Vous l'avez montré, on change un critère, on change un paramètre et on voit ce que ça peut donner. Donc, je trouve que oui, c'est intéressant dans les négociations. Je ne sais pas comment c'est dans les autres matières, mais en tout cas, en droit de la famille, c'est sûr. Et tu vois beaucoup de confrères qui ont ça? Non, justement, mais c'est moi qui... si tu veux, dans notre dossier commun, on le fait. Parce que ça a un intérêt pour pacifier. Enfin, voilà. Non, moi, j'en parle souvent aux confrères pour dire quels sont les critères objectifs. De plus en plus, oui. De plus en plus. Là, on a en droit de la famille, c'est quotidien. Oui, puis ça devient un peu l'argument. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, maître. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Merci, Sonia. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir, Alexandre. Au revoir. Très, très bonne fin de journée. On s'appelle? Ouais. Alors, pour maître Padiran, c'est ça. On va faire un tour en droit social. À bientôt. Et donc, dans les modules auxquels vous avez accès. Alors, en droit social, j'avais un intérêt particulier, naturellement, pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais avec le barème Macron, ça a moins d'intérêt. Ça a moins d'intérêt, voilà. Parce que on est quand même un petit peu bloqué sur ce barème-là. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir dans quel cas le barème est écarté. Voilà. Peut-être qu'on va... donc, c'est assez spécifique. Il n'y a peut-être pas encore beaucoup de décisions. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup de décisions, mais ça commence à... Enfin, c'est pas une... Tout à fait, il y en a. Mais j'ai j'ai moins d'intérêt pour les autres rubriques.
Oui, peut-être Laurine, Anaïs, si tu es toujours là, merci beaucoup. Je crois qu'on est en train de sortir de la famille, mais peut-être qu'on reviendra en réparation du préjudice corporel. Et Laurine, si tu veux inviter Galat, s'il est dans les parages, c'est bien, mais sinon, on va avancer sur une présentation du module. Alors, c'est vrai que avec ce barème, les choses sont un peu à anticiper différemment, mais les utilisateurs du module en sont tout à fait contents. Je prends la requête exemple ici. Donc, on arrive directement sur la page de résultats qui se présentent. Donc là, vous avez compris, hein, on part du principe qu'il y a une indemnité. Donc, on ne va pas vous parler de possibilité de condamnation. On part du principe qu'il y a une valorisation de cette indemnité. Et donc, on va directement aller dans la partie chiffrée avec la distribution des montants possibles. Pour 1% des juges, un minimum de 10 mois et demi. On a une dynamique de courbe qui monte et qui redescend, c'est bien. Et pour 1% des juges, 12 mois et demi. Et là, on reprend. Alors là, c'est plutôt souvent en escalier, hein, parce que c'est moins linéaire. Les demi-mois, ça fait assez rapidement un palier. On nous dit, je couvre mon risque à 50% en proposant 11 mois et demi. Alors là, c'est moins spectaculaire que sur la partie prestation compensatoire, mais on comprend assez aisément que selon le poste occupé par le salarié dont nous parlons, un demi-mois ou un mois de salaire d'écart chargé, tout de suite, ça peut quand même faire une petite différence qui, sur une entreprise d'une taille, ne serait-ce que petite et très lourde, moyenne, ça commence à devenir potentiellement impactant quand même. Et toute précision va vraiment faire la joie du trésorier qui, lui, aura besoin qu'on lui précise le plus possible ce qu'il faut provisionner justement pour bien tenir les comptes de l'entreprise. Donc voilà comment se présente. Petite question, est-ce qu'on peut inclure dans les critères de recherche la date du licenciement? Parce qu'il y a un intérêt quand même à ce qu'elle soit postérieure. Alors voilà, donc merci pour votre question. Donc là, je vais dans plus de critères, hein, comme ça on verra complètement comment se construit ce module. On a en effet une partie juridiction où on va qualifier le conseil de prud'homme, sa section, le ressort de la cour d'appel. Et dans la partie salarié, vous allez préciser les éléments liés au salarié, son âge, son salaire brut mensuel, s'il est cadre ou s'il est non cadre, son ancienneté, et si elle est de plus de 2 ans, vous allez préciser spécifiquement le nombre d'années qui correspond. Vous allez avoir également des éléments à préciser qui concernent l'employeur, son département, le nombre de salariés dans l'entreprise, le fondement juridique invoqué. Vous pourrez choisir, hein, pour motif personnel, faute sérieuse ou faute grave ou faute lourde, ou l'incompétence du salarié, la maladie ou l'inaptitude. Une autre cause réelle et sérieuse, ou bien s'il s'agit d'un licenciement économique avec des difficultés, avec des mutations technologiques, avec une réorganisation, avec une cessation d'activité ou encore autre chose, s'il s'agit d'une résiliation judiciaire, d'une prise d'acte de rupture ou de requalification. Et puis là, vous avez la rubrique licenciement notifié après le 24 septembre 2017. Donc là, si je coche cette case et que je relance ma requête, on va arriver sur des choses qui sont un peu plus resserrées du fait, en effet, de ce barème. Ce qui va être intéressant ici, c'est d'aller dans la partie motivation des décisions, où je retrouve les éléments qui impactent, ici à droite en doré, en faveur, qui affectent en faveur de la condamnation, ou plutôt en l'occurrence du montant élevé, ou en défaveur du montant élevé. Vous êtes plutôt côté salarié, côté employeur, maître? Plutôt côté employeur. Plutôt côté employeur. Donc vous aurez plutôt envie d'aller particulièrement appuyer sur ces facteurs ici en rouge et d'essayer de disqualifier les facteurs ici alignés en doré. Si vous pouvez revenir juste au graphique précédent. La quantification? Oui, ouais. Voilà, parce que selon donc, le barème, si là on est parti sur 13 ans d'ancienneté, donc c'est effectivement, ce serait 11 mois et demi. Donc là, je vois, c'est la majeure partie des, tout à fait. Décisions, c'est ça? Tout à fait. C'est votre partie haute, c'est votre partie dans la simulation. 55% des magistrats virtuels, en effet, s'accordent sur une durée de 11 mois et demi. Après, ce qui va être intéressant ici, c'est d'aller dans le volet jurisprudence, précisément d'aller chercher, grâce à la force de la machine. Vous voyez, là, j'ai beaucoup de choses. Je pressens que là, il y en a une qui est assez importante. Donc, on va aller voir et on peut trier un peu plus spécifiquement. Alors là, je vais vous demander un peu votre aide. Qu'est-ce qu'on a envie de retrouver absolument dans notre décision? Est-ce que c'est l'âge du salarié, par exemple? Oui, mais je pense que c'est fondamental. D'accord. Donc là, on va reprendre une fourchette qui correspond à peu près entre 40 et 45. Ça vous va?
Oui, On peut prendre 43 même, hein, si vous un préférez. peu plus. Moi, j'aurais même mis, mais bon. 43, 47? J'aurais même mis 50. Par Vous curiosité. auriez mis 50? Oui. Vous avez vu, il m'en reste quand même encore beaucoup, hein, mais ok, allons-y. 50. Là, on a quand même beaucoup de décisions. Hein. On va continuer à trier. Qu'est-ce que je peux sélectionner comme filtre fort, d'après vous, mettre encore? L'ancienneté. L'ancienneté. Oui, l'ancienneté. Ok, donc là, on a 13 ans, donc on met entre 12 et 14, ça vous va? Plutôt 30 si vous avez un 50 ans. Ah. Je sais pas ce que... Comment? Ah non, mais je laisse la consoeur faire son plan. Oui, oui. Après, j'ai tout type de dossier. Après, c'est vrai que vu qu'il y a un barème, là, on aurait tendance à mettre pile l'ancienneté. Mais Ben voilà, donc mettons pile l'ancienneté. Vous avez vu qu'en dessous, il y a quand même encore beaucoup de décisions. Hein. Donc, on peut mettre des filtres assez forts. Là, j'ai encore beaucoup de décisions. Alors, si j'en prends juste à titre indicatif, ici, j'ai 19 mois d'indemnité. Hein. Donc là, il y a la partie simulation qui est intéressante. Mais c'est vrai que dans ce registre de barème, on se dit, bon, la simulation, on va me plafonner. Sauf que là, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher les jurisprudences associées. Que nous, on a travaillé à la main. C'est des volumes conséquents, hein, considérables, voire même. On parle de dizaines de milliers de décisions analysées. Donc là, c'est vraiment ça qui va être vraiment très fort pour vous, c'est d'aller chercher la bonne décision qui va dans le sens de ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut trier encore un peu plus fort? Quand je travaille un dossier, je vais surtout aller voir justement les pires décisions contre l'employeur. Ah oui, en l'occurrence, autant pour moi, bien sûr. Oui, non, mais vous avez raison. Donc en fait, vous voulez les petits disques. Alors sur les petits, 6 mois. On filtre encore un petit peu. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand le barème est écarté, par exemple. Donc, pour savoir, pour dire à mes clients les risques, si par exemple la personne a 50 ans et qu'elle a fait beaucoup de recherches, il y a un risque en fait que, voilà, c'est ça. Donc, on est d'accord que les décisions. Que la condamnation soit supérieure à ce barème. Parce que naturellement, dans le risque, j'ai déjà indiqué qu'il y avait le barème. Avec votre autorisation, je vais resserrer un peu les résultats parce que là, c'est vraiment, je trouve une quantité de décisions qui est un peu trop importante pour qu'on travaille sereinement. Est-ce que je peux qualifier par le statut du salarié? Je resserre un petit peu. Oui. Est-ce qu'on peut encore, peut-être sur le salaire, trouver quelque chose d'équivalent? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien. On va resserrer sur le salaire autour de 5 000. Est-ce que si je mets 5 000, je vais essayer de mettre 5 000 tout pile. Voilà. Là, bon, c'est un petit peu serré. On va ouvrir un petit peu, 4 500, 5 500. Parce que bon, voilà. Donc là, il me reste, voilà, bon. Donc j'ai une décision avec un tout petit montant et vous voulez le risque. Oui. Donc là, j'ai une décision avec, à Paris, 48 ans, c'est l'âge, un salaire de 4 563 €, 13 ans d'ancienneté, 11 salariés ou plus et 17 mois d'indemnité. Donc là, c'est clairement au-dessus du barème Macron et pourquoi est-ce qu'il... Ben là, il faudrait aller voir la décision. Comme elle n'est pas dans les bases d'Alloz, je ne pourrais pas vous dire. Ici, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant, en fait. Ouais. Voilà. Alors, je vais voir là la décision qu'on a qui est dans la base d'Alloz et qui donc s'affiche. Mais après, vous pourrez aller chercher l'autre décision ailleurs, hein, si vous voulez. Et donc là, donc c'est ça. Et je retourne dans la partie motif. Oui. Ouais. Alors, oui, plus bas. Bah, ça va être le fondement du licenciement. C'est peut-être plutôt sur le quantum après. Je continue. Vous me dites mettre. Parce que, Alors, les filles d'ancienneté sur les 2 ans. Okay. Là, c'est sur des choses comme ça, c'est ça, non? Oui. Je continue? Oui. Dommage intérêt, 80 000. Ils ont confirmé. Donc, c'est déjà en première instance. Je continue. De chance. Ouais. Est-ce que je continue encore? Et parce que là, c'est juste sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'on cherche ça ou c'est un total? Oui, parce que là, il y a tout. Là, je vois qu'il y a beaucoup de... Non, c'est juste sur l'indemnité. Donc là, on ne l'a pas vu. Si? Ils disent qu'ils confirment. Mais Non, c'est avant. C'est avant. Ça devait être au tout début, enfin au tout début des motifs. Pourquoi est-ce qu'ils ont confirmé? Syndrome anxieux. Le licenciement approuvé, ok. Je pense que c'est plutôt ça. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Un droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois, 10 derniers mois. Voilà, ils disent qu'il est né, il a 2 enfants. Voilà. Donc, il y a son âge, sa situation familiale. Syndrome anxieux dépressif, a priori. Donc, c'est peut-être pour ça. Un petit peu plus bas, s'il vous plaît.
a été au chômage jusqu'à donc a priori. C'est dommage intérêt qui ont. Voilà, ils ont pris en compte plusieurs choses. Voilà, situation familiale, âge, syndrome anxio-dépressif. Je pense que c'est plutôt ça. Les dommages intérêts. C'est intéressant de voir dans quel cas ils peuvent écarter le barème. Oui, tout à fait. Parce que nous, quand on dit aux clients, les sociétés, quels sont les risques, il serait facile de s'arrêter au barème Macron, mais attention au cas par cas, et surtout peut-être les salariés, soit qui ont une petite ancienneté, soit qui ont un âge qui ne leur permet pas trop des fois d'aller facilement sur le marché du travail. En fonction de leur situation, on n'a pas fait notre boulot d'avocat si on s'est arrêté au barème Macron, parce que si la société est condamnée au-delà, mais ils vont venir nous dire, mais attendez, vous m'aviez dit 13 mois, enfin, vous m'aviez dit 11 mois et demi pour 13 ans d'ancienneté, et là, je suis condamnée à 18 ans. Donc, tout à fait. Mois, tout à fait. Alors, sans ça, voilà, moi, oui. je anticipe. Là, j'ai pris la requête exemple. Et donc, en filtrant et tout ça, on arrive à cette décision. Mais quand vous rentrez là, dans cette requête exemple, dans la partie motivation des décisions, on voit bien que c'est l'ancienneté qui affecte le plus en faveur d'un montant élevé. Hein. Oui. Mais qu'on a aussi... Pardonnez-moi. Oui, excuse-moi Tiffaine de t'interrompre, hein, mais Galad peut se joindre à nous, et donc je pense que voilà, si tu veux. Merci Galad Delmas, donc notre responsable. Bonjour Galad, bienvenue. Donc Maître Padiran, spécialiste en droit social, nous demandait un peu comment fonctionne ce module indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sachant qu'il y a ce barème Macron qui un peu borde les choses, et donc nous regardions la partie jurisprudence qui nous permet un peu de sortir de ce cadre qui est précisé dans la quantification dès qu'on active ce côté date du licenciement, et on voyait que dans la motivation des décisions, on avait les éléments qui pouvaient impacter dans un sens ou dans l'autre, mais peut-être que tu auras des explications, des précisions plus fortes que celles que je viens de donner à Maître Padiran pour qu'elle se rende bien compte que l'outil trouve sa pertinence même s'il y a un barème. Voilà. Ok. Alors, effectivement, l'outil reste intéressant malgré le barème pour les anciennetés au-dessus de 5 ou 6 ans. En dessous, très honnêtement, il n'a pas un grand intérêt. D'ailleurs, on ne lance plus les calculs lorsque on est en dessous de 4 ans d'ancienneté, dans la mesure où, en appliquant le barème, il n'y a pas d'aléa. Puisque, si je ne dis pas de bêtises, par exemple, une ancienneté de 3 ans ou de 2 ans, alors attendez, hop, je vais ouvrir mon barème, mais voilà, avec 2 ans d'ancienneté, l'indemnité minimale est à 3 mois, l'indemnité maximale à 3 mois et demi, il n'y a pas d'aléa. Idem, 3 ans d'ancienneté. J'aurais besoin d'avoir les tarifs. Ma question, puisque moi, et là, on s'adresse directement là. Moi, j'ai des décisions justement de faible ancienneté. D'ailleurs, même 1 an, et quand on a 1 an d'ancienneté, le barème, c'est 2 mois, où le barème a été écarté pour accorder, par exemple, 6 mois. Moi, dans le calcul du risque pour la société, c'est intéressant d'utiliser un outil comme ça pour voir sur quels critères les juges, sur quels critères ils vont appuyer pour écarter le barème. Et souvent, c'est malgré la faible ancienneté, c'est la situation sur le marché avec le salarié, ses démarches, son âge, etc. Enfin, voilà. D'accord. Alors, pour les petites anciennetés, il n'y a pas de... Alors, en fait, pour les petites anciennetés, nous, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est lancer la requête sans barème pour voir ce qui serait fait, ce qui aurait été fait avant, ou du moins sur le régime antérieur où on indemnisait à hauteur de la réalité du préjudice, ce qui correspond dans les faits à l'idée d'écarter le barème quand le barème ne permet pas d'indemniser à hauteur de la réalité du préjudice subi par le salarié licencié. Et alors, pour ce qui est des chances d'application ou non du barème dans un cas soumis aux dispositions de 2017, là, pour le coup, en fait, c'est une autre question de droit, dans la mesure où la question, c'est plus à combien on indemnise, c'est est-ce que l'indemnité prévue par le barème correspond à la réalité du préjudice. Et ça, en fait, aujourd'hui, alors c'est prévu, on va investiguer. Pardon, juste pour être plus précis, c'est
c'est le préjudice, une réparation adéquate. Je vous envoie un texto comme ça. Oui. Voilà. Et non pas l'entier préjudice. Préjudice réel, oui, mais adéquat, pas entier. Oui, oui. Enfin, c'est la tendance en jurisprudence. Mais en fait, dans les faits, comme c'est pas la même question de droit que celle du chiffrage de l'indemnité, donc nous, aujourd'hui, on a des décisions d'appel qui concernent des licenciements dont la notification est postérieure à septembre 2017, mais ça arrive au compte-gouttes, dans la mesure où il faut que ces dossiers arrivent en appel. On est sur des délais de 3, 4, 5 ans devant les cours d'appel. Donc aujourd'hui, ça commence à arriver. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y en a peu. Il y en a, mais il y en a peu, effectivement, en ce moment. Oui. Voilà. Et en fait, nous, on les exploite aujourd'hui sur le côté que fait le juge une fois qu'il est contraint par ce barème. Et c'est vrai que dans un deuxième temps, une fois qu'on aura une masse de données, on va dire significative, on pourra étudier les cas où le barème aurait été écarté pour essayer d'en tirer en fait les ficelles, quoi, et de voir quels ont été les motifs de cet écart et pour éventuellement pouvoir proposer une quantification de l'aléa sur est-ce que mon barème va être écarté ou non. Ok, merci. Vous êtes spécialisé en droit social, Maître Badiran, exclusivement? Je ne suis pas spécialisée, parce que je n'ai pas la spécialisation, mais je pratique C'est votre exercice. uniquement le droit du travail, absolument. Oui. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on voit le module clause de non-concurrence? Non, je pense que là, en plus, vu le timing. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'est très éclairant. Très bien. Est-ce que je vous appelle dans l'après-midi pour qu'on vous branche? Alors, cet après-midi, je n'ai pas de disponibilité, mais bon, on pourrait voir ça par ailleurs. Je pense que le cabinet a peut-être des accès, je vais voir. Bon, écoutez, très bien. Je vous enverrai un petit email peut-être dans l'après-midi que vous ayez mes coordonnées. Et je vous dis à très vite. Merci, Maître, pour votre intérêt. Alors, pour les présents qui restent, on a 7 minutes pour faire le tour de réparation du préjudice corporel, ce qui n'est pas possible. Enfin, en tout cas, pas dans le cadre de cet échange filmé et projeté. En revanche, on pourra rester pour le faire ensemble si vous avez quelques instants. Ça sera encore plus intéressant parce que c'est plus moi qui suis les dossiers à mon cabinet. Ah bon, très bien. J'ai une collaboratrice qui est devenue spécialiste. Je pourrais vous montrer en quelques instants. Et donc, je vous l'enverrai. Oui. Très volontiers. Très, très volontiers. Et donc, en réparation du préjudice corporel, qui n'est pas dans l'offre, mais qui est quand même vraiment un module totalement efficace sur le chiffrage que vous voulez intégrer dans vos dossiers. C'est-à-dire qu'en quelques clics, en quelques instants, vous avez quelque chose d'un peu. Il existe quand même des barèmes. Alors, poste par poste. C'est-à-dire qu'on va qualifier chaque poste de préjudice. D'accord. Donc, vous allez rentrer très spécifiquement l'offre de l'assureur ou vous allez travailler sur les hypothèses d'offre de l'assureur que vous anticipez. Et à partir de là, vous allez construire votre dossier. Parce qu'en fait, c'est une matière où il y a une source d'information qui est gigantesque, puisque tout le monde travaille sur les mêmes barèmes. Tout à fait. Après, c'est un débat à la marge. Vous avez des gens qui mettent 2 fois plus. Bon, après, ils essayent de justifier, mais on sait très bien que la cour d'appel de Caen, par exemple, sur tel type de poste, a ce genre d'habitude, alors que le Versailles, etc. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, dans la force de la requête, on ne vous dit pas voilà ce qui se passe partout et 700 documents à trier. Dans votre dossier qui est à Caen ou à Versailles, sauf si, mais je crois que c'est assez rare qu'on puisse relocaliser un dossier. Là, ici, dans l'exemple, on est à Aix-en-Provence, et là, à Aix-en-Provence, dans ce dossier en particulier, qui concerne un homme de 38 ans, on vous dit poste par poste, chiffre en sang doré, le minimum, le maximum, et cette courbe qui permet d'anticiper où on a envie de négocier. Beaucoup de voies amiables, on va partir de plus de 90% pour la majeure partie des assureurs de ceux qui veulent bien nous communiquer les éléments. Les PGPF en annuité, pareil, on vous donne les éléments chiffrés, la table de capitalisation également, la partie durée d'indemnisation est qualifiée, l'incidence professionnelle, on n'oublie pas de l'adjoindre au déficit fonctionnel permanent, le minimum, le maximum, tout y est à chaque fois. C'est exactement la même logique, poste par poste de préjudice, et là aussi, vous allez avoir accès à la partie jurisprudence avec cette force de précision qui est autorisée par le fait que tout ça soit trié, analysé par l'humain, nos juristes, experts, dont vous connaissez désormais
2 contributeurs essentiels, mais nous en avons encore 4 à vous présenter. J'espère qu'on aura de nouvelles participations, de nouveaux événements. Alexandre, on pourra aussi parler de droit des affaires, où on parlait de propriété intellectuelle. Oui, on pourra dupliquer les modules dans toutes les matières. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Est-ce qu'on a des questions? Maître Haddad, je vous propose qu'on se parle tous deux. Maître Haddad nous a quittés. Il est parti. Bon, on essaiera de le joindre cet après-midi. Est-ce qu'on a des questions qui sont en suspens, Alexandre? On n'a pas de questions. Mais non, mais tout ça a été très important. Oui. Ah, d'accord. Voilà. Pour refaire la même chose? Non. Enfin, pour être à votre disposition. Pour faire des démonstrations personnalisées et moins magistrales si vous avez besoin. Je ne serai pas là, mais oui. Voilà. je pourrais le dire. Très bien. Non, mais c'est très bien. On va arriver au terme du timing. Tout s'est bien déroulé. On diffusera cette présentation. Et puis, il faudra en refaire d'autres en espérant plus de monde parce que ça prouve que c'est tout de même très intéressant. Et voilà, c'était bien d'avoir du débat, de l'échange entre les avocats et Keslo, un peu de challenger Keslo sur certains points, de voir comment articuler le produit dans une stratégie d'avocat contentieux ou plutôt souple et autres. Enfin, tout est possible et voilà. Donc, c'est un bel outil et on incite les avocats du barreau à l'utiliser. En tout cas, voilà. Moi, j'ai trouvé que ce format où ils n'étaient pas, enfin voilà, on n'était pas très nombreux, était intéressant parce qu'en plus on avait des spécialistes de la même matière en droit de la famille et peut-être que voilà, c'est un format un peu nouveau à explorer, de faire par thématique comme ça. J'ai trouvé que les échanges, là, on se rendait bien compte qu'on n'a été que entre spécialistes d'une même matière. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Moi qui n'ai pas spécialiste, j'ai trouvé les échanges très intéressants. Écoutez, je crois qu'Yann est parti. Mais en tout cas, merci beaucoup Tiffaine, merci beaucoup Laurine. Et puis, on vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec Keslo Analytics. Merci. Merci Naïs et merci Galad aussi de vous être joint à nous. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, merci à l'éducateur, Lab 92. Au revoir.